Ceux qui souhaitent découvrir des contenus inédits liés au podcast peuvent les trouver sur notre compte Instagram. Si vous avez envie de mieux me connaître, vous pouvez trouver des contenus plus personnels sur Telegram. Tous les liens au réseau sont disponibles dans la description. Je suis Lucas et ça c'est One More Time. Incroyable, inspiration Methuselah. Exactement. Salut Lucas. Enchanté Lucas. On peut t'appeler avec ton nom de... On dit in Italia di battesimo, ça veut dire que ça... Ouais. Donc 5 c'est une parenthèse de la vie. Ouais, bien sûr, c'est évidemment. Pas de la vie. Évidemment. Tu comprends l'italien? Non. Sous les mani, al cielo, c'est tout ce que c'est. Et puis on on fire. Pure on fire, c'est tout ce que c'est. C'est un peu honteux, j'avoue, parce que les Italiens, ils m'aiment beaucoup et j'aurais aimé leur faire honneur là-dessus, mais parce que j'adore l'Italie. Mais j'adore parler d'eux dans le monde entier, tu vois, parce que j'adore leur culture, le fait qu'ils soient restés, tu sais, intègres dans leur culture et dans leurs valeurs. Tu vois, la famille, le drapeau. Disons que moi, quand j'ai vu ta vidéo quand tu étais en Grèce, c'est là que j'ai dit je veux parler avec lui. Parce que quand je vois un peu de souffrance, ou je vois une personne qui a besoin de comprendre, parce que je te vois toujours centré, toujours souriant, toujours sportif, toujours sain, donc je dis le mec il est super carré. Mais si t'es trop carré, c'est pas One More Time. À tout de suite. Vas-y, merci. J'ai voulu te contacter quand j'ai vu la vidéo de cet été 2024, il est à Mykonos, il fait une soirée et il est contrarié parce que la soirée, elle avait pas l'attention sur lui et j'ai vu qu'il y avait quelque chose, il y avait une petite note de souffrance et voilà, je voulais comprendre et là il y a une petite lumière qui s'est allumée dans moi-même parce que je le vois toujours super good vibes, très souriant, sain, sportif. Je lui ai dit là pendant que je l'ai rencontré et donc j'aimerais bien aussi rencontrer l'ombre parce que j'ai vu des interviews qu'il regarde, il parle toujours de sa carrière, c'est juste, mais on ne connaît pas Christophe. Donc il faut une bonne harmonie des choses et voilà, c'est ce que je veux découvrir avec lui. Top. L'homme ne naît pas homme. La femme naît femme. Elle va forcément à un moment devenir femme, naturellement. Nous, on doit sans arrêt prouver notre force en tant qu'homme. Tu vois, donc si ton père est là, tu grandis avec lui et qu'il est là pour te soutenir, te dit voilà, mon fils, t'es un homme, j'aime ce que tu fais. Allez, t'as des faiblesses, t'as des choses, t'as des questions, je suis là pour toi. Et on va partir, on va avancer ensemble et je vais te porter. En tant qu'homme, je suis là pour te porter, pour que tu deviennes un homme. Et ça te rend fort. Et ça te rend fort. Si le père est pas là, tu dois te construire en tant qu'homme avec les codes de la société d'aujourd'hui. Mais j'habitais le Marais, mais si j'habite le Marais, c'est qu'il y a une raison. Aujourd'hui, je le comprends. J'avais en face de moi la culture gay immédiatement, si tu veux, et c'est celle qui m'a formé à la danse, à l'esthétisme, à l'esthétique, tu vois, à la musique bien sûr, l'image. On commence à en sortir, 17 ans, 18 ans, au Palace, au bain-douche, dans les clubs parisiens. J'ai tout de suite été attiré par cet homme seul, solitaire derrière les platines. Et je voyais cet homme grand. Et je me suis dit, tiens, c'est drôle. Je suis attiré par ça, la façon dont il manipule ses vinyles, la façon dont il parle aux gens organiquement grâce à sa musique. La musique traverse les sound systems, touche de façon corporelle, tu vois, le dance floor, le clubber. Et ce clubber renvoie de façon organique, avec son corps, des énergies. Voilà, exactement. Donc c'est une conversation énergétique. Ouais. J'adorais ça. Alors, toi, tu m'as dit que One More Time, t'as rien vu. Donc, la première question, c'est quand tu es né, dans quelle ville et dans quel contexte familial? Écoute, j'ai 55 ans, d'après mon passeport. Je suis né à Paris, dans le Marais, dans une famille tout à fait classique, assez modeste. Voilà, le quartier du Marais était un quartier de bureau à l'époque. Aujourd'hui, c'est un quartier fantastique parce qu'elle a été, elle a explosé. Enfin, ce quartier a explosé grâce à la scène gay, grâce aux garçons qui se sont installés, les bars. Voilà, ils ont apporté quelque chose de fantastique à ce quartier. Et maintenant, c'est un quartier à la mode, très très à la mode. Et voilà, non, c'est modeste. J'ai une sœur qui a 1 an de moins que moi. Ok. Voilà, mes parents étaient très jeunes, donc voilà, mes parents avaient 21 ans. Tous les deux? Ouais, ils avaient 21 ans tous les deux. Trop jeunes, beaucoup trop jeunes. Je dis ça parce que ça va forcément aller dans la négativité, je dirais, après, tout au long de ma jeunesse, tu vois. Mon père va
va faire des bêtises, tu vois, il va... Je te demande le rapport que tu avais avec tes câlins. Les câlins, beaucoup de câlins peut amener beaucoup de faiblesse. Il faut que les câlins soient donnés par la maman, bien sûr par le papa aussi, parce que je suis très tendre, mais le papa est là pour donner la confiance. Et les câlins ne donnent pas la confiance. Les câlins apportent la faiblesse. Donc moi, comme mon père n'était pas là... C'est ce que tu as compris en le faisant avec tes enfants ou c'est ce non, que ton père t'a appris? C'est ce que j'ai compris en moi. Après, chacun l'accueille comme il veut. Oui. Ma mère qui est tout pour moi, bien sûr, m'a apporté énormément de tendresse. Et c'est pour ça que je suis très tendre avec mes enfants. Je ne suis que tendresse. Tu vois, que caresse, que tendresse. Tu vois, j'aime beaucoup les contacts. Tu vois, même entre hommes, tu vois, avec mes copains, tu les serres dans tes bras, serre, on s'embrasse, tu vois, je veux dire, on est très fort, un peu à l'italienne, bien sûr, tu comprends. On est beaucoup dans la démonstration affective. J'aime travailler dans un cadre familial, tu vois, ce cadre familial que j'ai pas forcément beaucoup connu. Quand je te demande quelque chose de profond, tu me donnes une réponse, ouais. Mais tu me la donnes à un étage très haut. Moi, je voudrais qu'on aille dans le sous-sol, mais c'est comme si tu avais appris à être fort. Ah, totalement. Mais de toute façon, Parce que tu m'as parlé de faiblesse par rapport à la tendresse. L'homme ne naît pas homme. La femme naît femme. Elle va forcément à un moment devenir femme, naturellement. Nous, on doit sans arrêt prouver notre force en tant qu'homme. Tu vois, donc si ton père est là et tu grandis avec lui, ouais. Et qu'il est là pour te soutenir, te dit voilà, mon fils, t'es un homme, j'aime ce que tu fais. Allez, t'as des faiblesses, t'as des choses, t'as des questions, je suis là pour toi. Et on va partir, on va avancer ensemble. Et je vais te porter. En tant qu'homme, je suis là pour te porter, pour que tu deviennes un homme. Et ça te rend fort. Et ça te rend fort. Si le père ça te rassure. Bien sûr. Et t'as pas eu ça. Non. Si le père est pas là, tu dois te construire en tant qu'homme avec les codes de la société d'aujourd'hui. C'est-à-dire que tu dois être l'homme viril et jugé dans l'adolescence par le nombre de ses conquêtes féminines. Ah, quel homme incroyable. T'as vu toutes les filles qu'il a, c'est fantastique. Et toi, tu grandis là-dedans. Aussi, tu dois grandir au niveau, acquérir un statut social, forcément. Donc, comme tu as un statut social assez faible parce que tes parents n'ont pas d'argent, forcément, l'argent devient un objectif. Bon, tu vois, des objectifs qui sont pas forcément sains. Comment t'as vécu la réussite de ton père? Non, justement, non, pas du tout. C'est ce que tu as fait sur toi-même. C'est ce que j'ai fait sur moi-même, bien sûr. Mon père n'a absolument pas réussi dans la vie de tous les jours. Ça a été quelqu'un d'assez... Tu parles d'un côté d'argent ou d'un côté d'amour, de famille? De tout. C'est quelqu'un d'assez faible, médiocre, mais se donnant une stature d'homme qui a réussi, tu vois. Il se ment à lui-même. Après, il faut voir aussi, quand tu juges une personne, il faut comprendre d'où il vient. Quels sont ses parents, etc. Moi, j'ai fréquenté mes grands-parents et forcément, c'était pas non plus des gens très tolérants, mais ils ont connu la guerre, ils ont connu des périodes assez difficiles. Donc, ils attendent des enfants la même chose, c'est-à-dire qu'ils se construisent par eux-mêmes avec de la difficulté. Tu vois, il faut que ce soit dur. Tu vois. Tu as dit une chose très importante, comprendre les racines de tes parents, parce que c'était des enfants d'abord, et ils avaient des parents eux aussi. Donc, il faut un peu briser la chaîne, j'en parle souvent. Ouais. Donc, si leurs parents, c'était les temps de la guerre, donc il n'y avait pas les câlins, c'était dur, il fallait amener l'argent à la maison, il fallait amener à manger sur la table. Ouais. Mais quand tu m'as parlé de ton père, tu m'as dit, je comprends, j'ai connu mes grands-parents, donc je comprends parfaitement ce qu'il a vécu. Ouais, bien sûr. Mais malgré ça, vous êtes pas alignés maintenant. Donc, tu dis ça par rapport à ta mère, tu l'as vu souffrir. Ton bilan, il part d'où? Parce que pour moi, je te dis d'une façon très égoïste, avant de penser aux autres, je pense à moi-même. C'est-à-dire que moi, j'utilise vraiment beaucoup l'instrument du pardon avec la personne. Donc, je parle avec la personne, je lui raconte sans la juger ce qui se passe dans moi-même. On essaie de s'écouter tous les deux, donc on va pas s'attaquer. Et si ça marche pas, je vais essayer un nouveau processus pour enlever cette fréquence toxique dans moi-même par rapport à la personne. Pourquoi pardonner? Pourquoi pardonner? Pourquoi pardonner? Qui je suis pour pardonner? Je suis pas Dieu. C'est Dieu pardonne, mais moi Pour être mieux toi-même. Non, peut-être, mais être mieux moi-même, c'est-à-dire être différent de ce que j'ai reçu. C'est ça, être mieux moi-même. C'est-à-dire voir dans le regard de mes enfants une certaine admiration, pas par ma réussite, mais par ma présence, par ce que je fais avec eux, c'est-à-dire les porter et ne pas les ignorer par égoïsme, par égocentrisme, et de dire je ne vais pas les porter, je ne vais pas, tu vois, les élever parce que ils vont pas prendre ma place. C'est pas moi le centre du village, ça devient eux, si tu veux. J'aime la transmission.
Et c'est en ça que je me sens beaucoup mieux parce que je n'ai aucun pardon à accorder à cette personne. Parce que toi, tu as brisé la chaîne et au lieu de donner de la souffrance, tu donnes de l'amour. Donc, tu as essayé de générer quelque chose de complètement au contraire par rapport à ce que tu as reçu. Exactement. Mais ça te fait souffrir quand tu parles de lui? Bien sûr. C'est ça, je voulais parler de ça. Je parlais de cette fréquence. Je comprends tout à fait ce que tu dis. Mais il faut être aussi prêt. C'est un parcours. Oh ouais. Regarde, moi, avec mon père, il est mort il y a 20 ans. Et donc, j'ai essayé de m'aligner avec lui qui était mort parce que on était chien et chat quand il était vivant. C'était compliqué. Je savais qu'il m'aimait, mais à sa façon. Et donc, sa façon était compliquée. Écoute, mes parents ont divorcé très jeunes, très tôt. À tout moment, tu peux te rattraper. À tout moment, même si tu as fait des erreurs en tant que père, jusqu'à n'importe quel âge, tu peux faire un effort et dire, écoute, j'ai fait une erreur. J'étais pas le père que tu attendais. Aujourd'hui, j'ai 40, 50, 60, 70 ans. J'aimerais te raconter ma vie, pourquoi j'étais comme ça, à tout moment. Et je veux dire, à un moment, tu ne peux pas vivre que dans l'égoïsme et l'égocentrisme. Tu dois pouvoir aussi faire l'effort. Et je vois pas pourquoi il y aurait qu'une personne qui ferait l'effort de comprendre. Tu comprends? J'essaye. J'ai essayé parce que comme je te l'ai dit tout de suite, je sais d'où il vient. Qu'à un moment, même à moi, avec mon grand-père, c'était pas facile puisqu'il a vécu les camps. Il a vécu l'emprisonnement. Voilà, bon. Et c'était pas facile de vivre après ça dans une vie normale. Tu le subissais, on dit? Ouais, complètement. J'ai dit, tu vois, c'est mon père, donc je dois subir. Tu vois, j'ai du respect parce que on a du respect pour les parents en général. Je dis, moi, en tant qu'enfant, qui je suis pour lui dire ce qu'il a à faire? C'était pas une peur de réaction, c'était... Mais intérieurement, comme je réussissais socialement et dans mon travail, et que ça n'était pas grâce à lui, j'étais devenu, je pensais en tout cas, que j'étais devenu au-dessus. Il voyait comment j'étais avec mes enfants, il voyait comment j'évoluais, comment tout ça, et il voyait que c'était pas grâce à lui. Donc tu vois, son ego était rabaissé, mais il était toujours en train d'essayer, pas de se rapprocher, mais d'essayer de justifier les choses pour lesquelles il était pas là. C'est de la faute de ta mère, c'est ceci, c'est cela. J'ai fait, même s'il a fait une petite chose qui était surtout financière à peine, il trouvait, non, mais j'ai quand même fait ça pour toi, j'ai quand même fait ci, tu vois, je t'ai quand même payé ça à ce moment-là, tu vois, tout ce rapport à l'argent, complètement malsain, au lieu de se dire naturellement, écoute, à un moment, je pense que avec l'âge, tu peux t'élever et analyser tes erreurs. Et je pense que c'est ça de devenir grand, de devenir un homme. C'est de dire, à un moment, j'ai fait une erreur et je l'ai dit, moi, à ma fille, j'ai fait plusieurs erreurs et à un moment, quand j'ai divorcé moi-même, j'ai dit à mes enfants, il y a un moment, j'ai fait une petite erreur. Je vous le dis en face, voilà. Et c'est grâce à ça, tu dis, mais on comprend, bien sûr, c'est normal. Tu vois, donc, partager, c'est pas facile. En tout cas, il faut échanger avec ses enfants. Et ta maman, elle a toujours été là, c'est l'amour. Ma maman, c'est autre chose. Ma maman, c'est ma fantasme. C'est l'héroïne de la famille. Ouais, c'est l'héroïne, mais... La personne forte. Très forte. Maman très forte, tu vois, elle revient de 3 cancers, elle est là, elle est toujours là, elle se bat, elle travaille encore avec moi au label, tu vois, ça c'est l'esprit italien, tu vois, travailler en famille, c'est ça que j'adore ici, c'est pour ça que j'adore l'Italie bien sûr. Mais je peux comprendre, à force de fréquenter ma mère, je peux comprendre aussi pourquoi mon père, tu vois, les erreurs qu'il a pu faire. Ma mère, je suis né, mon fils, ma sœur est née, ma fille. Ça veut dire priorité à mes enfants, le reste mon mari, il arrive après. Voilà. Ce qu'il faut pas faire, bien sûr, le mari en premier, bien avant les enfants. On doit s'occuper de son mari pour que la famille, le cocon familial soit soudé. Bon, elle a fait beaucoup d'erreurs. C'est pas grave, elle est là et elle m'a aidé, m'a dit, mon fils, je crois en toi, à un moment où je lui dis que je veux faire DJ, et au début des années 90, où le DJ est systématiquement associé à la drogue, à l'alcool, cigarettes, etc. Tu vois, quelque chose de négatif. Elle m'a dit, je crois en toi, voilà, vas-y, fonce. Ton enfance, ton adolescence, ça se passe normal? Assez solitaire, honnêtement, assez solitaire. La solitude, c'est quelque chose, c'est drôle, c'est quelque chose qui me suit jusqu'à aujourd'hui. Quand tu souffres et t'es dans la mélancolie, c'est les moments où t'es le plus créatif en moi. Pour moi, c'est comme ça. C'est exact, c'est ça. Alors après, on peut parler de ça. C'est-à-dire que le talent ne naît jamais dans le bonheur. C'est très rare. Non, parce que c'est de l'adrénaline, c'est trop haut comme fréquence, tu sais même pas la gérer. Le talent naît dans la fêlure. Ouais, quand t'as rien. Ouais, dans la souffrance. Dans la souffrance. Ouais, parce que tu réussis à observer, t'as pas besoin de parler. C'est fou quand même. Ouais. C'est-à-dire que je me plains, mais je n'aurais pas été la personne que je suis aujourd'hui si mon père n'avait pas été comme ça avec moi. J'ai voulu prouver des choses. Sauf que mes enfants aujourd'hui, ils disent, papa, tu es là.
Tu es tout le temps là. Comment tu veux qu'on ait faim? Donc, c'est très difficile l'éducation parce que à quel moment de frustration, tu vois, quel moment, Quand est-ce que tu vas prendre du recul? quel est le degré de frustration que tu dois engager envers les enfants pour qu'ils aient cette notion cette envie, tu vois, l'ambition, l'envie de faire, peu importe ce qu'ils doivent faire, hein, pas forcément gagner, je parle pas en termes d'argent, par un thème que tu dois te lever tous les matins pour trouver ce pourquoi tu es fait, tu vois, ta raison d'être. Ça peut ne pas gagner d'argent, mais ce sera ta passion, ce que j'ai fait moi. C'est pas facile. Ok. Pourquoi tu t'attribues à ton père le fait d'avoir été solitaire? Non, pas du tout. Je lui attribue pas ça seulement à lui. C'est sûrement une personnalité. J'étais assez faible. Timide. Et comme je te dis, l'amour de ma mère rend faible. S'il n'y a pas en face le père qui te met la puissance, tu vois. Et ça commence par le sport. On partage ensemble le sport, se battre, parce que le sport c'est quelque chose d'extraordinaire pour te. Tu le partageais avec ton père? Même pas. Non, le sport avec qui tu le partages? Pour te dépasser. Non, j'y allais seul, mais je n'avais pas l'admiration dans les yeux de mon père. Donc forcément, j'ai pas. Je dis pourquoi? Qu'est-ce que je fais de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu comprends? Qu'est-ce qui va pas? Je suis pas bon, ça va pas. Donc tu vois, je me rabaissais. Donc le sport c'est bien. Donc je te disais à partager avec son papa, tu te dépasses physiquement, puis c'est les bonnes valeurs. Peut-être le sport de combat aussi. Plein de choses comme ça que tu dois passer. C'est pas la quantité des moments que tu vas passer avec ton fils, c'est surtout la qualité, les échanges qu'on va avoir ensemble, tu vois, des échanges virils. Te dire, il est là pour me montrer l'autodéfense par rapport à ce qui va m'arriver. Voilà, l'information qui va m'arriver dans mon adolescence. Quel âge ont tes enfants maintenant? Mon fils a 24 ans, ma fille 20 ans. D'accord. Et quand tu étais solitaire, qu'est-ce que tu faisais quand tu t'isolais? J'étais passionné par le sport. Mais tu faisais des sports collectifs ou individuels? Football et tennis en même temps. Donc tennis, tu joues tout seul? Ouais, à deux. Toujours contre. Ouais. Mais ça voulait dire pas trop de bruit, quoi. Ouais, donc tu devais pas parler avec trop de gens. Mais j'étais un peu triste parce que je voyais que j'avais pas de talent. Et j'habitais au centre de Paris. Quand tu fais un sport, football, tennis, tu dois habiter en banlieue ou en province, tu vois, pour avoir l'infrastructure près de toi. Et là, c'était pas le cas. Mais j'habitais le Marais. Mais si j'habite le Marais, c'est qu'il y a une raison. Aujourd'hui, je le comprends. Parce que vu qu'il y a j'avais en face de moi la culture gay immédiatement, si tu veux, et c'est celle qui m'a formé à la danse, à l'esthétisme, à l'esthétique, tu vois, à toute cette culture, à la musique bien sûr, l'image. Comment tu captais, comment tu fréquentais, comment tu comprenais quand t'étais môme ces influences de ton quartier? Ce que j'aime dans la culture gay, c'est que, surtout chez les garçons, c'est qu'ils ont une sensibilité féminine exacerbée. Et moi, c'est ce que je ressens parfois en moi, tu vois. J'aime le féminin, j'aime le beau, j'aime l'esthétisme, et tout ça, c'est féminin. Tu vois, donc j'aimais bien les regarder, j'aimais des gens totalement désinhibés, ce que je n'étais pas, tu vois, j'étais un peu réservé, désinhibés dans leur culture, dans leur l'acceptation de soi, et dans la musique, dans la danse, tu vois. C'est des cultures underground qui ont été beaucoup cassées, bien sûr. Donc ils ont réussi à s'en sortir, encore une fois, grâce à leur fêlure, tu vois, grâce à leur traumatisme, qui ont été jugés comme ça par la culture hétéro, la culture de la bien-pensance, tu vois. Et je me suis un peu identifié à ça à un moment, mais tu vois, je suis pas devenu gay. Je savais très bien que j'étais hétéro, mais personne n'est parfait. Mais je me suis beaucoup inspiré de ça. Mais le fait de faire le DJ, ça voulait dire pour toi rester dans un endroit discret et donner beaucoup de choses à plein de gens. Alors c'est venu bien après. C'est-à-dire qu'en commençant à sortir, 17 ans, 18 ans, au Palace, au Bain-Douche, dans les clubs parisiens, j'ai tout de suite été attiré par cet homme seul, solitaire derrière les platines. Et je voyais cet homme grand. Et je me suis dit, tiens, c'est drôle. Je suis attiré par ça, la façon dont il manipule ses vinyles, la façon dont il parle aux gens organiquement grâce à sa musique. La musique traverse les sound systems, touche de façon corporelle, tu vois, le dance floor, le danseur, le clubbeur, et ce clubbeur renvoie de façon organique avec son corps des énergies, voilà, exactement. Donc c'est une conversation énergétique. Ouais. J'adorais ça.
Parce que ça parlait pas trop et ça te gênait pas et t'étais un metteur en scène de tout ça, quoi. Voilà, exactement. Je deviens le chef d'orchestre de cette conversation. Donc d'un coup, je dis tiens, j'aime bien cette place. Alors que j'ai jamais aimé à l'école, j'étais très timide, je n'ai jamais aimé faire un exposé au tableau, j'avais très peur de m'exprimer devant des gens, de parler, j'étais très timide et réservé. Donc j'ai découvert cette musique qui était basée sur la puissance, tu vois, le rap surtout au départ, et puis la house music, la dynamique qu'il y avait, c'est cette puissance qui me rendait en même temps très triste parce que je me suis dit, je suis pas musicien de formation, comment vais-je pouvoir travailler dans le milieu de la musique alors que je n'ai aucune formation pour ça. Donc j'ai commencé par acheter des disques, bien sûr, c'était très cher, hein, c'était 10 € le vinyle à l'époque. Et comment tu gagnais ta vie pour le... Je faisais des petits boulots, maman me donnait un petit peu d'argent de poche. T'avais 17-18. 17-18. Mais les DJ à cette époque-là, ils étaient pas dans le noir? Ils étaient pas au milieu de la piste non, comme non, maintenant? Personne ne les regardait. Ah, c'est ça, voilà. Non, mais moi, je les regardais. Je les trouvais beaux, je les trouvais... fascinant, je trouvais ça fascinant. Ça m'a vraiment organiquement touché. Tu comprends? Il y avait une alchimie corporelle qui était très forte en moi. Qui t'apprend à mixer? Personne. T'achètes des vinyles? J'achète des vinyles. J'achète maman... des platines à la maison et tu t'es... Platines à la maison. Et tu t'entraînes. Une pour l'anniversaire, une pour Noël, une petite table de mixage, la famille, tu vois, on se cotive, ça coûte quand même beaucoup d'argent. Ouais. Et je m'entraîne dans ma chambre d'ado pour faire je fais des cassettes, je m'enregistre pour aller à l'école, je réécoute mes cassettes avec la musique que j'aime, qui ne passe ni à la radio, ni à la télévision, nulle part. C'est vraiment, ça vient, c'est des imports US, anglais. C'est très, très, très underground. Il y a quelques vinyles qui arrivent. Quand je te dis quelques vinyles, c'est peut-être 10 vinyles sur tout Paris, hein. Mais voilà, il fallait être le seul à l'avoir et à écouter cette musique extraordinaire. Et comment tu commences? Comment quelqu'un t'embauche et te donne de l'argent pour le faire? Comment tu t'exposes vers un club pour dire je peux le faire? Au départ, j'ai tous ces vinyles. À un moment, je fais des cassettes. Bon, je m'entraîne, je deviens pas mauvais. J'ai envie de faire partager ça. Toujours 18 ans, plus ou moins? Ouais, 18-19 ans. J'ai envie de faire partager ma passion aux gens. Donc tu vas un petit peu prospecter dans les clubs à Paris. Tu dis tiens, vous cherchez pas un DJ pour faire cette soirée. Tu commences dans un bar. Hein? Alors c'est plutôt un peu, moi je voulais une tendance R&B, soul, acid jazz, hip-hop, tu vois, c'était ça. Funk. Ouais, funk. Ouais. C'était ma couleur à ce moment-là. Et ouais, il y a un bar qui dit bah tiens, mets-toi là, je vais te donner 50 € pour 6 heures de travail. Tu vas travailler 50 €, tu me payes pour ma passion, pas de problème. Avec 50 €, je vais pouvoir acheter 4 disques. Un peu de disques, ouais. Voilà, j'étais toujours chez maman, je suis là, je suis bien. Et je joue, personne m'écoute, mais je joue ce que j'aime, un bar, 2 bars, 3 bars, un petit club à Paris, et ça commence. Donc tu commences à faire tes soirées. Ouais, alors c'est pas mes soirées au départ, non, mais non, tu vas t'intégrer dans des endroits sans trop de... Je vois vite que la musique que je joue dans ma chambre n'est pas la même que celle que je peux jouer dans les clubs. Parce qu'ils te le permettent pas? Non, parce qu'ils ne le permettent pas, parce que ils veulent quand même quelque chose de beaucoup plus commercial. Et moi, j'aime cette musique très underground. Ce mouvement, cette culture hip-hop et underground house qui arrive des États-Unis, d'Angleterre, même de Belgique, même d'Italie. Parce que l'Italie, tu vois, ça fait Détroit, Chicago, New York, Londres, Bruxelles, tu vois, un peu tac. Après, ça passe un peu en Allemagne. Et l'Italie, grosse culture dance music en Italie. Ouais. Et la France, on est un peu comme ça. Surtout fin années 80, 90 aussi, ouais. Peut-être par la culture gay aussi, je sais pas. Ouais. Mais en tout cas, en France, c'est très underground, très très underground. On est quand même encore sur quelque chose de très commercial. Et comment tu te développes? Quand le promoteur vient me voir, on me dit ah c'est trop underground, tu peux pas passer ça à 2 heures du matin, c'est trop lent, il faut que tu joues beaucoup plus commercial. Donc au bout d'un certain temps, ça me fatigue. Je me fais pas plaisir. Et c'est quelque chose, ce métier, ça, tu dois absolument faire ce que tu aimes et jouer la musique que tu aimes. Sinon, tu peux pas communiquer de cette passion. Donc, j'arrête très vite et je rencontre un ami dans le Marais, dans un magasin de disques, qui va devenir mon associé, DJ Yellow. Et j'ai dit, écoute, lui, il collectionne le jazz, la soul, le disco, la funk. T'as quel âge quand tu prends cette décision? J'ai à peu près 20 ans. D'accord. Et il me montre comment les Américains fabriquent cette musique à base de sampling. Tu vois, le sampling, donc tu échantillonnes, tu enregistres une toute petite partie d'un disque, un classique, et tu crées une boucle, tu recrées un instrumental avec une nouvelle dynamique, tu rajoutes des musiciens, des chanteurs, et c'est ce qui crée un petit peu cette culture hip-hop et cette culture house qui arrive. Recyclage, mixé synthétiseur, boîte à rythme, c'est tout ce mélange de nouveau des home studios qui va créer cette dynamique autour de la musique électro.
Quand tu fais ça avec cet associé, tu le fais avec quelle vision? Vu que dans les boîtes, ils te disaient ce que tu devais... On n'a pas de vision à ce moment-là. On n'a aucune vision. Tu veux faire de la musique? Ouais, je vais essayer de faire un disque. Plaisir. Je vais essayer de faire un vinyle. Pour toi-même? Pour moi-même. Ok. Pour en tout cas, j'en fais 500, 1000 pour voir si ça va intéresser quelques DJ. Tu vois? Donc, on réunit un petit peu d'argent. Je travaille des choses dans ma chambre et je fais un premier vinyle et je le fais fabriquer en Belgique parce que c'est moins cher. On trouve un peu voilà, on se construit, tu vois, c'est pas facile. Et on part en Angleterre, de la main à la main, comme ça, avec les 1000 disques, en voiture, et on les distribue dans 5 pièces dans un bar, dans un record shop, deux magasins de disques, un distributeur, et on repart en 2 jours, on a fini, on a tout distribué. C'est le succès absolu. Pour nous, vendre les 1000 vinyles, c'était déjà... Ah, tu les vendais, t'en faisais pas cadeau? Ah non, bien sûr qu'on les vendait. Tu faisais porte à porte et tu les vendais? Porte à porte. Ok. Bah, c'est bien ça, c'est un succès. Donc on fait represser le disque. Donc tu gagnes de l'argent, tu gagnes un petit peu, tu vas le réinvestir. On réinvestit, on gagne pas d'argent. On peut pas gagner d'argent, ça coûte trop cher. Tu gagnes un peu d'argent dans ta niche et tu dis bon, je vais faire un autre projet. Voilà, on réinvestit plus de vinyles, peut-être un deuxième vinyle. En tout cas, pour nous, le succès de 1000 vinyles, ça nous motive pour en créer d'autres. Donc, et au bout du deuxième vinyle, on dit peut-être qu'on va créer le nom d'un label qui s'appelle Yellow Productions, ça peut être sympa. Et on dit voilà, premier disque autour du rap. On avait envie de faire du rap français. On fait quelques collaborations avec des très bons artistes en France. Voilà, deuxième disque, troisième disque, jusqu'au moment où il y a Dimitri from Paris, un jeune DJ un peu plus âgé que nous qui arrive. Il dit moi j'ai des productions, j'adore ce que vous faites. Et la machine commence à se lancer. Comment il fait à te connaître? Les disques qu'on va distribuer à Londres reviennent dans les magasins de disques à Paris. On dit pas qu'on est français. D'accord. C'est pas marqué qu'on est français sur le disque. C'est un peu honteux à ce moment-là de dire, tu sais, la France comme elle bouge pas. Donc, tu voulais être international. Ouais, international. Ouais. Et elle dit, ah, c'est bien, c'est français, c'est qui? On regarde, on met notre numéro de téléphone derrière la pochette de disque. Et Dimitri nous appelle en disant, j'adore, tu travailles. Moi, je suis toujours dans ma chambre, d'adolescent, avec mon sampleur, mes machines, et ma mère qui dit, ah, peut baisser un peu le son, c'est un peu fort. Mais elle est là, elle soutient. Et qu'est-ce qui se passe après pour le switch? Donc, t'arrêtes de faire le DJ? J'arrête de faire le DJ. T'as ton label. Vous avez votre label, parce que vous êtes 2 associés. Parce que je vois bien que la musique qu'on me demande de jouer me convient pas. Ça me rend triste. D'accord. C'est pas pour, c'est pas. Et là, t'étais heureux avec ton label. Tu faisais ce que t'aimais. Ouais. Et le fait que des personnes appréciaient ce que vous faisiez, pour toi, c'était le bonheur. Mais c'était incroyable. J'étais prêt, honnêtement, j'avais fait quand même un bac+2. D'accord? Tu comprends j'avais comment tu dis en italien, gradué, diplomate, voilà, diplômé. J'ai eu mon diplôme, mon baccalauréat. J'ai fait un bac+2. J'avais pas de diplôme, mais bon, écoute, j'avais été quand même au bout du projet. Bon, mais j'étais prêt à ne pas gagner d'argent, peut-être 1500 €, 2000 € par mois, toute ma vie. Je sais pas, c'était pas grave. Je n'avais pas de plan B, c'était mon plan. Voilà. Qui t'a inspiré? La vision du label. T'es à Paris, il y a pas Internet. Qu'est-ce que tu regardais? Qui est-ce qui t'a donné l'exemple? Les Anglais. Parce qu'à quand New t'allais York, en Angleterre ou avant? Quand on allait en Angleterre. On a vu que les Anglais étaient beaucoup plus ouverts que les Américains. Parce que les Anglais, c'était comme un carrefour de tendances, tu vois. Ouais. Il y avait beaucoup d'Africains, il y avait beaucoup d'étrangers, beaucoup d'immigration. Donc forcément, ça donnait naissance à beaucoup de fusions. Et un garçon en particulier qui s'appelait Gilles Peterson. Ouais. Voilà, qui a monté un label qui s'appelle Acid Jazz à l'époque, et ensuite qui a créé un autre label qui s'appelle Talking Loud. Donc, qui a produit le premier disque de Jamiroquai, qui a produit le premier disque de Brand New Heavies, donc Incognito, New York and Soul. Il a produit l'album de MC Solar en Angleterre pour les Anglais. Beaucoup de talent, une vision, tu vois. Donc, il y avait ce label Acid Jazz, Talking Loud, et le label Mowax par James Lavelle, beaucoup plus trip-hop, tu vois, beaucoup plus trip-hop, underground, expérimental. Ouais. Cette vision nous a beaucoup plu. Parce que ça faisait une fusion entre le rap et les musiciens et la soul. Il y avait quand même ça un carrefour qui nous plaisait bien. Donc l'influence du label, c'est eux, clairement. Tu crois que tu as réussi parce que tu avais plus de talent ou plus de cazzima, comme je t'ai dit avant en italien? Ça veut dire, j'ai pas de plan B, je ferai seulement ça dans ma vie. Le talent ne peut pas être mis en valeur si tu n'as pas de la discipline. Moi, j'aime appeler ça le syndrome de focalisation. Okay. Tu vois, tu es focalisé sur ton projet. Il y a rien qui t'arrête. C'est comme ça, c'est ton projet, tu as une vision, si un artiste vient te voir comme Dimitri from Paris, après un deuxième artiste vient te voir, c'est que tu es dans la bonne direction. L'album de Dimitri
on l'a cartonné. Moi, en même temps, j'ai d'autres projets. Réminiscence Quartet, groupe un peu acid jazz, où je découvre une artiste qui s'appelle Salomé de Bahia, une brésilienne qui habite en France. Je fais mes side projects, Mighty Bob, Trip Hop, Dimitri Tu les fais tout seul avec Tout seul. Moi, je suis aux machines et DJ Yellow, lui, à la base, avec les samples, avec donc les disques, les originaux, le jazz, la soul. Je vais me piocher dans sa collection. D'accord. Lui, il fait pas de musique. Et il y a quand même une effervescence intéressante à ce moment-là. Et on est sur le démarrage, la French Touch, on est 95 là, 95-96. La French Touch arrive, c'est le premier album de Daft Punk. Voilà, explique-moi ce que c'est la French Touch, parce que bon, les personnes qui vont, il y aura ton public qui va te connaître encore mieux avec un côté inédit, mais des personnes qui savent rien de ton boulot. Et donc, explique-moi ce que c'est la French Touch, parce que tu l'as dit plusieurs fois dans tes la French Touch, c'est un groupe de mecs, un groupe de garçons, un peu dans mon genre, qui a perdu tout complexe, qui a eu envie d'exister grâce à la musique, mais qui a perdu les complexes par rapport aux Américains, aux Anglais, justement. On se disait beaucoup, c'est les Français, on peut pas le faire. C'est trop difficile. Ils sont meilleurs que nous. Mais voilà, ce petit groupe que sont R, Saint-Germain, peut-être La Funk Mob qui devient Cassius, tu vois, Daft Punk, comme ça, des Étienne de Crécy. Un petit groupe de garçons qui créent ces petits labels underground, qui créent son label et qui produisent des disques avec leurs influences françaises, beaucoup d'esthétisme autour de ça, beaucoup d'images, des pochettes de disques. Donc c'est ce qui crée un peu l'image de cette French Touch, pour moi non inventée par les Américains. Et ça arrive dans le monde entier. Par les Anglais, excuse-moi, par les journalistes anglais, qui ont dit voilà, the French Touch is coming, is invading the world. Tu vois, donc c'était ça, c'était French Touch. Donc et puis évidemment on avait un son particulier si tu veux, surtout dans la house, avec ce filtre sur le disco, on recyclait beaucoup le disco. Et donc tu vas t'inspirer beaucoup à ce mouvement. Oui, totalement. On dit sonorité. Ouais, sonorité, cette couleur. J'essaye, on bidouille, on expérimente, tu vois. On est dans une effervescence artistique et ça marche. Quand je te dis qu'on marche, 2000 disques, 3000 vinyles avec quelques CD. Tu vois, et c'est mieux que les 1000 premiers, donc c'est toujours une croissance. Exactement. On est comme ça, et il y a beaucoup de presse en France. Les jeunes talents français sont là, donc on commence à parler des jeunes talents français un peu partout dans le monde. Et tu commences à te faire connaître, tu ou vous? C'est toujours on est ensemble, on est toujours tous les deux. Ok. Vous avez deux rôles différents. Je n'avais pas le nom de Bob Sinclair. C'est clair. Encore, ouais, non, on va y arriver. Voilà. Toi, t'es DJ Chris. Non, t'es plus DJ Chris. Je suis DJ Chris. Chris the French Kiss, il m'appelle mon associé toujours. Okay. Et puis, bon, je suis producteur pour moi, tu vois. Je crée des projets. Et c'est une dynamique de label. D'accord. Voilà. 97, important. Je suis à Los Angeles, je suis chez un copain. Il a des disques de disco. Je dis, tiens. T'allais déjà aux États-Unis, donc tu commences à voyager. J'allais depuis longtemps aux États-Unis. À New York, j'y vais depuis 89. Pour découvrir cette culture hip-hop. Mais je vois très vite à New York que les DJ jouent du hip-hop et de la house dans les mêmes clubs. Ça fait partie. Ils viennent tous de l'underground, des banlieues défavorisées. Tu comprends? Voilà. Ça vient de l'underground. Okay. Donc ça joue dans les mêmes clubs. Donc tu dis tiens, parce qu'en France, tu vois, tu as les clubs gays qui jouent de la house, et puis tu as la banlieue. Tu vois, avec la culture noire, la culture arabe, qui écoute de la funk, mais qui vient sur le rap ensuite. D'accord. Ça se mélange pas. Comment tu te payais tes voyages de l'année 1989 en avant, toujours avec tu réinvestis? J'économise, je fais des petits boulots. Je travaille dans un magasin de chaussures, je fais plein de petits boulots. Okay. Je fais un peu de figuration à la télévision, tu sais, c'est l'époque où il y a ce qui s'appelle les soaps françaises, voilà, qui arrivent. Ils cherchaient des figurants. Donc ça paye bien. Ça paye peut-être, je dirais maintenant peut-être 30-40 € pour la journée. Ouais. Mais c'est pas mal, tu vois. On peut quand même acheter quelques disques. Donc toujours all-in dans ton projet de la musique. Et qu'est-ce qui se passe après? Donc, on est dans des années, tu vends 2-3 000 vinyles, un peu de CD. Donc là, je suis en 97, je suis à Los Angeles et je suis chez un ami qui fait un peu le DJ aussi, qui travaille à la radio, il a une émission de radio. C'est un Français? C'est un Français. Pardonne-moi, le nom va me revenir. Et je commence sur son sampler à bidouiller des sons un petit peu plus house. Je fais 2 titres comme ça, instrumental. Et j'arrive à Paris et je l'ai fait écouter sans dire que c'est moi à mon associé. Je lui dis, tiens, écoute, j'ai reçu ça. Qu'est-ce que t'en penses? Il me dit, c'est bien, dis donc, c'est super. Waouh, qui a fait ça? Je dis, écoute, c'est moi. Parce que je faisais pas de house avant. Donc, il me dit, waouh. Et
c'est comment le projet? Écoute, j'aime bien un film de Jean-Paul Belmondo qui s'appelle Le Magnifique, et dedans, son nom c'est Bob Sinclair. C'est un super-héros à la française. Voilà, il est entouré de femmes, il est disco, il est playboy. Il est playboy, mais un playboy imaginaire, tu vois. Donc, un peu James Bond à la française. Je dis, ouais, sonne Bob Sinclair, ça sonne bien, ça fait bien disco. Et je vais faire un maxi, Bob Sinclair présente Space Funk Project. On lance, on voit. Avec ces nouvelles sonorités que tu avais amenées de Los Angeles. Exactement. Tu mets pas ton visage, tu mets un personnage on imaginaire. On peut pas mettre son visage, parce que si le projet marche pas, je veux pas griller je veux toujours tourner. C'est un personnage avec des moustaches, super. Ouais, exactement. Personnage moustache. Je vais même aller chercher René. Il s'appelait René. C'était un barman dans le Marais, tu vois, qui faisait un peu comme ça. Il était très jeune, il avait 25 ans, mais il voulait ressembler à un homme de 40 ans. C'était fou, tu vois. Il voulait ressembler juste avec des moustaches, un peu James Bond, comme ça, très musclé. Je dis, toi, t'es bien. Allez, hop, on te prend, tu vas faire le Bob Sinclair. Tu vas faire l'image, on va rigoler, on va faire un projet kitsch. Et donc, le premier maxi, 4500, 5000 vinyles, on vend. Et tu fais la même chose, tu fais du porte-à-porte pour les vendre? Non, là, déjà, depuis maintenant, ils te demandaient les disques. Depuis 3 ans, on a créé le circuit de distribution, on a un petit réseau. À Paris, on va les distribuer de la main à la main, mais on a des distributeurs. Là, maintenant, on a un projet worldwide. La distribution, elle est mondiale. D'accord. Voilà. Donc là, on commence à être bien structuré quand même. Avec Dimitri, Kid Loco, ça fait des beaux projets. On commence à gagner un petit peu d'argent au bout de 3 ans déjà. Tu vois, on a un comptable, on commence à être bien structuré. Et l'argent, tu gagnais seulement en vendant les vinyles. Je gagnais pas d'argent encore. Très peu. Ouais, non, mais t'encaissais grâce au vinyle. Ouais, vinyle, CD. Ouais, ok. Voilà. Le support. Ouais. Mais on revient, parce que quand tu commences à être un label, il faut payer les graphistes, il faut payer les photographes, il faut payer les pochettes qui sont de plus en plus belles. C'est plus seulement une bande de potes. C'est plus seulement de là, on crée le label. Là, vraiment, on a une belle dynamique. Et donc, sur ce nouveau maxi, j'ai dit, ouais, là, il y a quelque chose qui se passe. Sur cette sonorité-là, les gens m'attendent. C'est pas mal. Donc, le trip-hop, on sent que c'est un petit peu fini. Acid jazz, complètement fini. Il faut passer à des tempos un peu plus rapides. C'est là que commence le drame. Le drame Bob Sinclair, tu comprends? Et qu'est-ce qui se passe? 2 maxi. Maxi. Je fais un deuxième maxi. Cartonne. Troisième. Attends, quand je te dis que ça cartonne, c'est 4000, 5000 vinyles, hein. Ouais, ça, c'était ton benchmark. Pense pas à des millions de streams ou des millions de ventes, hein. Stream, ça existe pas. Non, bien sûr, mais je sens qu'il y a une petite excitation là-dessus. Que par rapport à la moyenne, c'était beaucoup plus. Ouais. Et? Il y a une belle excitation. Donc j'ai dit, tiens, au bout de 3 maxi, on va faire un album. 3 maxi en 3 ans? 3 maxi en 97, en 2 ans. Tu continues tes projets, mais il y a celui Bob Sinclair. Non, mon projet devient Bob Sinclair. Ah, tu fais rien d'autre pour les parce autres? que j'avais fini Mighty Bob, qui était mon projet trip hop, Réminiscence Quartet, qui était mon projet un peu acid jazz. J'avais un peu aidé Kid Loco, un projet qu'on avait sur le label, je l'ai un peu aidé, mais artistiquement. Je suis constamment en train de chercher des nouveaux projets. Mais Bob Sinclair occupe. Mais t'es focus sur ton projet. Je suis focus sur mon projet. Et ton associé, il est avec toi sur le projet? Lui, il crée d'autres projets aussi sur le label. Il commence à créer des projets. Sur votre label? Sur le label Yellow Production, toujours. On se partage les projets. Et donc, je décide de créer un album que je vais appeler Paradise. Et je peux pas finir tous les morceaux tout seul. Donc, je demande à un copain à moi de faire un titre parce que je pensais que j'allais faire un peu une compilation album. C'était comme un projet, tu comprends? Bob Sinclair, c'est le projet. C'est pas encore mon nom d'artiste. Quand est-ce qu'il y a un switch, il te demande une chose en plus, tu mets ta face? Le projet, je rencontre... T'as des enfants? Non, pas encore. T'as même pas une femme? Non. Si, je suis déjà avec ma femme. Elle te connaît quand t'as rien? Ouais. Et t'as du temps? Et j'ai pas de temps. Ah, t'avais déjà pas de temps parce que t'es toujours au studio? Je fais de la musique, je suis dans une cave. Je reste dans une cave 15 ans. Et elle vient avec toi dans la cave? Un peu, pas beaucoup. Ça l'intéresse pas trop ce que tu fais? On sait pas trop, en fait. Elle est là, mais bon, ouais, elle m'aime, elle est amoureuse, mais c'est un truc d'enfant, tu vois, pour l'instant. Vous avez quel âge quand vous vous rencontrez? J'ai 24. Vous avez le même âge? Non, elle a 19. On a 5 ans d'écart. D'accord. Et bon, écoute, moi je travaille, je fais pas attention, tu vois, je travaille. C'est focus, toujours focus. Il faut faire des sacrifices, tu vois. La réussite est toujours un peu semée de sacrifices. Et une rencontre importante pour moi, mars 98, où je rencontre Thomas Bangalter de Daft Punk,
un des deux, tu vois, il y a Guy Manuel et Thomas qui forment Daft Punk. Et ils viennent faire écouter leur nouveau maxi qui s'appelle Stardust, Music Sounds Better With You. Ils nous font écouter ça et là c'est la claque. Je sais pas si ça va devenir un tube énorme, mais ça cartonne. Ça cartonne de la pas, c'est la personnalité. promo. Pour l'instant, c'est la promo. On va à Miami. Non, ça cartonne, ça veut dire ça a l'ADN pour ça a un cartonner. ADN, c'est original, le son est énorme, c'est frais, c'est français, c'est waouh. Okay. Et je lui dis, je veux faire absolument un remix de ça. Sur ton maxi, tu sors, je veux faire un remix de ça. Il me dit, ok, bah, en échange, je te fais si tu sors l'album ou un truc, je te fais un remix pour ton album. Et donc, moi, je fais le remix. Je lui donne, moi, des éléments pour faire un remix. Et il m'a dit, ton remix, super, je prends ton remix. Mais il m'a dit, ce que tu m'as donné, c'est pas fou. Donc, passe à mon studio, j'ai bidouillé quelque chose d'autre. Si ça te plaît, tu prends. Et c'est là qu'il me... Tu le prends pour ton album. Ouais. Mais tu sais, on est encore des artisans. Là maintenant, tu vois Daft Punk, Bob Sinclair comme deux stars. C'était le début. C'est les enfants, on est des enfants. Des petits crews, tu vois. Ouais. Il me dit, voilà, donc je dis, waouh, quand même, là, c'est une super idée. Il met Jane Fonda, tu vois, Jane Fonda 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back sur un morceau de disco avec un beat que je lui ai donné. Bon, je dis, écoute, c'est un peu bizarre quand même de faire de la gym sur un morceau disco, mais je dis sur le projet Bob Sinclair, qui est le héros disco, ok, on va essayer. Ça peut se faire. Ouais, c'est un peu kitsch. Lui, il aurait jamais sorti pour lui, hein, c'était trop kitsch. Mais pour le projet, je trouve ça bien. Et je me rends pas compte de ce qu'il va me donner. Parce qu'on presse le double vinyle, l'album sort d'abord en double vinyle. Et les gens tombent amoureux de ce morceau, Gym Tonic. Et l'Italie, parce que ça commence de Rimini. Riccione et Rimini. Incroyable. C'était la capitale de la fête avant. Et je vais toujours là-bas, bien sûr, toujours mixer Villa della Rose et tout, c'est fantastique. Mais il y a cette culture incroyable de la dance music. Et je vends des doubles vinyles. Waouh, je vends. Et là, c'est un carton absolu. Et voilà. Et nous, on en vend beaucoup. C'est-à-dire on vend peut-être tout de suite 10 000 vinyles. Wow. 10 000 ou 15 000 vinyles. Ça veut dire que ton réseau, il commence à te recommander à chaque fois. Exactement. Et nous, on presse. Et là, les samples qu'on prend, Jane Fonda, par exemple, les radios commencent à prendre ils extraient le titre du vinyle et commencent à passer le titre en radio. Tu vois, Gym Tonic. Et là, je reçois des coups de fil. On veut ce titre. Mais moi, j'ai pas la clearance. Tu vois, moi, je voulais que ça reste underground. J'ai pas l'autorisation de Jane Fonda pour sortir ça. Donc là, commence le bras de fer. Et nous, heureusement qu'il y a Warner France qui veut sortir le CD. On veut ça pour le monde. Le mari de Jane Fonda, à ce moment-là, c'est Artemus, je sais plus, pardonne-moi, j'ai oublié le nom du boss de Warner à ce moment-là. D'accord. Et on réussit à négocier l'autorisation. Et je paye beaucoup d'argent de ma poche pour avoir l'autorisation. Ok. Mais je voulais, le morceau cartonnait, j'allais pas dire non, je mets pas ce morceau. Donc c'est réellement un coup de pouce, comme on dit, de Thomas Bangalter, que je remercie bien sûr, qui a poussé l'album. Dessus, après My Only Love, il y a d'autres singles, mais celui-là a été le carton. Donc là, c'est vraiment l'explosion. Le nom Bob Sinclair commence à prendre un peu partout. Et il te passe à la radio. Il passe à la radio. C'est la première fois qu'on te passe à la radio. C'est Gym Tonic qui passe à la radio. Et les gens veulent savoir qui est Bob Sinclair, qui c'est derrière, qui fait cette musique, tu vois. Donc j'ai dit à mon associé, je lui dis mais le moustachu là, ça va pas aller, tu vois. Il faut aller. Donc je commence à faire une interview, 2 interviews. Tu t'es senti gêné à la première interview? Un peu gêné, un peu timide, tu vois, je sais pas, mais en même temps excité, tu vois, de dire bon voilà le projet. C'est un projet, il y en a pas forcément 2, on sait pas, tu vois, mais le morceau, l'album commence à vendre bien, tu vois. 300 000 albums on vend. Wow. C'est beaucoup d'albums, hein. Donc c'est là que je commence à gagner un petit peu d'argent. Ça se passe après le deal avec Warner. Oui. Voilà. Deal seulement sur l'album pour l'instant. Et t'en vends 300 000 dans le monde entier. Ouais. Tu fais une interview. Je fais plein d'interviews. Pas de télé encore, parce que c'est le DJ, pas encore. Et tu les fais où les interviews? Au studio, au label. C'est des journaux qui viennent, des journalistes. Pour la presse. La pas presse. Pour la télé. Ok, c'est seulement écrit. Voilà, parce que je pouvais pas sortir le single. Thomas, il m'a dit, tu mets le titre. Thomas des Daft Punk. Ouais, tu mets le titre dans l'album et tu sors pas en single. Je dis pas de problème, sors pas en single. Pourquoi?
Bah parce que j'avais pas envie de profiter de son nom pour sortir le titre, tu vois. C'est pas bien de faire un single alors que c'est quelqu'un d'autre que tu fais quelque chose que tu fais en collaboration. Surtout que je voulais pas mettre son nom en avant, tu vois. Il y a quelque chose d'éthique que je voulais pas faire, tu vois. Donc le premier single de l'album, c'était réellement My Only Love, tu vois, sur lequel j'ai fait mon premier clip et qui est passé aussi en radio, bien sûr. Et quand est-ce qu'il y a un switch? Donc 300 000. Et je commence à faire des photos de presse. Donc les gens commencent à connaître un petit peu l'artiste. Et après? Et tout de suite, je continue à travailler. Je n'arrête. Premier album, je continue. I Feel For You. Je crée un nouveau titre avec un sample de Céron. D'accord. Hein, ouais, j'ai entendu. Voilà, je sample m'en of Céron. rappelle. Mais là, j'appelle Céron. Hein. Je fais pas l'expérience. Voilà, j'appelle, je clear, ce qui s'appelle demander l'autorisation du sampling, de la partie samplée. Si tu veux, de la partie, tu demandes l'autorisation. Auteur, compositeur, producteur. Tu fais un deal à l'avance. Exactement. Okay. Après, tu es safe sur la sortie, tu vois. Et le morceau I Feel For You sort en Angleterre. Sur le label Yellow et ensuite sur un label anglais qui s'appelle Defected et c'est mon premier top 10 UK. Tu vois, je suis numéro 9 UK. Donc le morceau marche très très bien. Et là, je suis vraiment soutenu par Eric Morillo, par tous les plus grands DJ du moment. I Feel For You, c'est vraiment le premier morceau club, vocal, un peu gospel, qui cartonne dans le monde. Ça veut dire que ils utilisaient ton morceau dans leur soirée. Oui, exactement. Soirée, radio, non, ça marche très bien. Surtout en Angleterre. Ok. Donc là, je suis bien installé. L'album Champs-Élysées sort en 2000. Donc ça commence à monter là. Toujours Warner? Ouais, Warner, toujours Warner dans le monde entier. Okay. Yellow pour les vinyles, Warner pour le CD. Et ça marche, ça commence à marcher très bien. Ah, parce que tu avais 2 distributions différentes. Bah le vinyle, les majors faisaient plus de vinyle à ce moment-là. Le vinyle revenait avec la French Touch, tout ça, la dance music explose. Et c'est plutôt les petits labels qui reviennent sur la production vinyle. C'est eux qui savent distribuer le vinyle. D'accord. Il y a trop peu de quantité pour que ça intéresse les majors. D'accord. Et tu fais un nouveau contrat, tu fais Champs-Élysées. Ouais. Alors là, d'avant, c'était Paradise. Voilà, je vais signer sur 2 ou 3 albums avec eux. Tu vois. Ok. 3 albums en tout. C'est ton premier contrat au niveau oseille, argent. Oui. Important. C'est la première fois que tu gagnes autant d'argent. Ouais, exactement. Là, je reçois une petite avance, j'ai un peu d'avance de publishing. Là, début 2000, je commence à gagner ma vie. Gagner ta vie ou gagner bien ta vie? Non, je gagne ma vie. Je gagne suffisamment correctement pour déjà penser à faire des enfants, par exemple, tu vois. T'attendais d'avoir une vie plus solide. C'est important d'être quand même installé. Je travaille 15 heures, 16 heures par jour dans mon studio. Je dois commencer à jouer dans les clubs, pas encore mondialement, mais quand même dans les petits clubs, je commence à te demander. C'est quand même, je suis très pris. Si c'est pour jamais être là, faire des enfants et pas être là, c'est pas l'intérêt. Mais t'aurais été encore plus pris après. Ah, ça, je le savais pas. Tu le savais pas. La première fois qu'ils te font faire le DJ par rapport à ton succès de producer, c'est quand? Je me rappelle plus de la date exacte, mais je pense que c'est... Dans quelle ville? Je pense que c'est à la première fois que je joue sous le nom de Bob Sinclair. Absolument, ouais, exact. Donc, sous le nom d'une personne voulue, connue, écoutée, et pas comme les premières fois où tu faisais partie de l'interior design dans les bars. Je pense que c'est Claudio Cuculuto qui m'invite à Goa Club à Rome. D'accord. Voilà, c'est vraiment le premier club que je fais en 99, je crois, 98, 99. Vraiment. Paradise était sorti? Ouais, Paradise était sorti. Et qu'est-ce qui se passe? Là, le clubbing est très underground en Italie, mais quand même, il y a une grosse culture club. Tu vois, la dance music est très appréciée, donc les gens sortent beaucoup dans les clubs. C'est vraiment une population de clubbers. Ouais. Et donc, Goa Club, c'est 300-400 personnes. Donc, tu vois, c'est pas encore les gros clubs, mais je sens que les gens sont excités de me voir, tu vois. Aussi parce que Claudio, évidemment, grosse pensée pour lui aujourd'hui, il a fait beaucoup de promotions autour de ça. Flyer, tu dis, c'est le nouveau. Donc, il t'a annoncé. Et bien sûr, il m'a annoncé. Et surtout, en Italie, c'est important d'être annoncé par la bonne personne. Et à ce moment-là, Claudio, c'est Dieu ici, en Italie. Bah oui. Ah oui. T'avais le track avant de sortir? Bien sûr. Mais le fait d'avoir le track, c'est pas un chanteur ou une personne qui doit parler. C'est-à-dire, tu peux avoir la voix qui tremble. Là, personne ne se rend compte vraiment de tes émotions. Non. Qu'est-ce qui peut se passer si t'as le track était... Mais t'as vu, j'ai déjà joué en club, hein. J'arrive pas pour la première fois dans un club. Ouais, mais t'avais joué avec une autre... Oui, mais j'avais fait beaucoup de résidences dans les bars, j'avais acquis quand même un peu de confiance. Ouais, t'avais déjà brisé la glace par rapport à cette émotion-là. C'est important. Ouais, mais là, ils t'attendaient tous. Oui, mais c'est important d'arriver avec quand même un bagage derrière toi, comme on dit, tu vois, avec un petit matelas qui dit quand même tu as de l'expérience, tu as déjà fait t'as déjà fait des titres, donc tu as quand même la confiance. Si tu arrives déjà
sur la scène avec un premier disque qui cartonne et tu as jamais mixé dans les clubs, là c'est difficile. Il faut ce qui s'appelle il faut casser le club, c'est-à-dire qu'il faut faire la fête. Il faut que les gens soient là. Hein. Si tu réussis pas ta première entrée, là c'est normal, les gens vont pas te rappeler derrière. Tu les as enflammés? Bien sûr. Donc là, tu as compris que tu pouvais le faire. Non, franchement, j'aime faire le DJ. C'est une passion absolue. Donc je ferai tout pour que les gens sortent du club avec le sourire et la fête en eux, tu vois. Et après ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à le faire ailleurs? Oui. Ou ça prend du temps? Non, je commence à le faire ailleurs. Je commence à le faire. L'album Paradise cartonne. Déjà dans Champs-Élysées en Europe. Je vais beaucoup en Belgique. Je me rappelle beaucoup en Belgique, au Fuse. Je me rappelle, c'est un club vraiment mythique là-bas à Bruxelles. La Belgique, quand même, gros clubbing. Suisse, pas encore, très peu en France. En France, ça va venir un petit peu plus tard, tu vois. Donc, et puis le clubbeur français, il a pas cette culture club encore. Il y a quelqu'un qui a vraiment brisé la glace pour toi? Bah, je pense que l'Italie, Claudio bien sûr, mais au niveau worldwide, c'est Eric Morillo. D'accord. Eric Morillo, qui n'est plus qui est mort déjà il y a quelques années, a vraiment poussé le titre I Feel For You dans le monde entier. Il jouait déjà à Ibiza, il avait déjà sa résidence à Ibiza, et la première fois que je joue à Ibiza, en 99 ou 2000, au Pacha, pour sa soirée Subliminal, il avait déjà son label qui s'appelait Subliminal, et il faisait jouer toute son équipe, José Nunez, Harry Chouchou, etc. Il avait vraiment une team il a vraiment un label incroyable. Et il joue mon titre. Et quand j'arrive au Pacha, il joue mon titre pendant 8 minutes, 10 minutes. Il fait back-to-back 2 vinyles. Ça, il fait monter. Et quand tu vois ça, tu dis, ça y est, j'ai réussi ma carrière. Quand un grand DJ joue ton disque, c'est un moment fantastique. Surtout dans un club mythique comme le Pacha Ibiza. C'est déterminé par quoi? Au début, quand il t'appelait, la première fois que tu dois dire un prix, comment tu le fixes? À ce moment-là, t'as pas d'expérience. Non, à ce moment-là, en 99, quand les disques commencent à sortir, il y a un booking agent qui commence à venir me voir, en disant on a envie de te booker dans les clubs du monde entier. On a de la demande, donc je centralise ça chez une femme qui s'appelle Mona Reynals, elle est allemande. Au tout début, c'est elle qui est venue me chercher. Elle avait Mousti, tu vois, elle avait Masters at Work, Eric Morillo, Roger Sanchez, tous les plus grands DJ étaient chez elle en Allemagne. Et là, tu commences à jouer partout. Ouais. Dans le monde entier. Ouais, 2000, ça commence à être bien fort, là. 2000, 2001, je fais un album avec Céron aussi, qui s'appelle Céron by Bob Sinclair, avec une compile disco qui est assez importante pour moi dans ma carrière. Et lui, il jouait dans tous ses concerts, il jouait vos morceaux. Alors, lui, à Céron, en 2000, il joue plus du tout. Il est complètement inconnu. D'accord. Son catalogue disco est mort. C'est lui qui me le dit, hein, c'est pas moi qui le dit. Et c'est grâce à son fils, Grégory Céron, qui lui est tout jeune à ce moment-là, il doit avoir 17-18 ans. Et il dit à son père, papa, tu devrais faire attention parce qu'il y a des jeunes DJ qui arrivent. J'ai Bob Sinclair au téléphone qui veut faire la clearance pour un titre qui s'appelle I Feel For You. Il me dit, ah bon, c'est quoi la clearance? C'est quoi les samples et tout? Et donc, il m'invite à Los Angeles et on fait le deal à Los Angeles. Il me dit, j'ai des chanteurs, viens enregistrer I Feel For You dans mes studios avec mes chanteurs, tu vois, c'est super. Et c'est là qu'il découvre que son catalogue est samplé par tous les DJ du monde entier. Et il dit, mais dis donc, j'ai un catalogue qui vaut beaucoup d'argent, alors que ça ne valait plus rien. Donc il commence à appeler les DJ. Bon, écoute, là il va falloir que tu me donnes. Là tu as samplé mon disque. Il a été cool parce qu'il a dit, allez, on va faire un deal. Et il dit, ok, on fait. Donc il a commencé à faire des deals et à reprendre un petit peu de la valeur avec cet album Céron by Bob Sinclair qui a remis le disco aussi en avant. Ok. On est dans quelle année? 2001. 2001. Et après, qu'est-ce qui se passe? 2003, je fais un 3e album qui s'appelle 3. C'est mon 3e album, avec un des producteurs avec lesquels travaillait Céron dans les années 70, qui s'appelle Alain Vizniak, qui est aussi le compositeur de Supernature, Give Me Love et beaucoup d'autres titres avec Céron, avec Lene Lovitch, qui était une artiste indépendante anglaise, dans l'esprit Nina Hagen, tu vois, très punk rock. C'est une anglaise, mais Nina Hagen était allemande, mais elle se fréquentait beaucoup, tu vois, cet esprit, mais qui écrivait des textes incroyables. Donc Céron, il avait une super équipe comme ça, et grâce à lui, grâce à Céron et à sa rencontre, j'ai pu travailler avec son équipe. Donc on fait The Beat Goes On, Kiss My Eyes et l'album 3. Donc des titres qui marchent pas bien. Ça n'a pas un gros succès à ce moment-là, en 2003. Donc je sens un petit peu une frustration chez moi. Je sens un petit peu, il y a quand même la fin d'une ère French Touch. En même temps, je reviens en 2001. J'ai un ami qui s'appelle DJ Gregory,
DJ Gregory, qui arrive de New York et qui dit j'ai pas de studio, qui est un très gros producteur. Il fait des très bons disques. Il dit j'aimerais bien m'installer au studio avec toi. Eh bien, viens dans mon studio, on va faire des choses. Et là, on crée un projet ensemble qui s'appelle Africanisme, qui va être la base de ce qu'on fait aujourd'hui, la base de l'Afro House qu'on fait aujourd'hui. C'est ça qui est fou, hein. Et donc, lui, il recycle le beat afro, le beat soca, ce beat-là, qui arrive direct des îles de la Caraïbe. Et il fait un premier maxi qui explose. Donc, on a un side project. Moi, j'ai Bob Sinclair et j'ai un side project qui s'appelle Africanisme avec DJ Gregory. On va aussi produire un des premiers maxi de Martin Solveig et Donny. Et puis, on a plein de jeunes comme ça, de jeunes French Touch 2.0 qui arrivent. Tu vois, des jeunes et un peu plus jeunes, parce qu'on est toujours jeunes. Donc, c'est important ce que je dis, africanisme, parce que, comme je te dis, en 2003, je suis un peu fatigué du disco. Et je dis, what's next? Qu'est-ce qui va se passer après le disco? Et c'est avec Grégory qu'ensemble, on brainstorm déjà depuis 2 ans sur aller sampler l'Afrique, sampler le Brésil, sampler la Jamaïque, sampler la Caraïbe, sampler la musique afro du monde entier. Et en 2004, je suis dans le studio à Paris et j'ai des gens qui travaillent au studio avec moi, qui écoutent des disques, et un jeune me fait écouter un sample de guitare. Et je dis, c'est pas mal ce sample de guitare. J'aime bien la couleur. C'est joli, c'est frais. Et sur ce sample de guitare, je fais rejouer la guitare par mon guitariste avec lequel je travaille, et je fais toutes les voix. Pam, 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 pam. Il y a une autre voix qui fait pa 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 pa, et le sifflet tam tam ta 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 ta. C'est moi qui siffle et tout. Je fais tout, mais je me dis, les mélodies, je vais les remplacer par des instruments de musique. Parce que j'ai imaginé ce titre, un titre acoustique entre Lil Louis French Kiss et le Strings of Life j'ai oublié le Strings of Life de Détroit, j'ai oublié le producteur, pardon, excusez-moi. Un titre techno de l'époque avec des strings. Donc j'ai dit le sifflet ça va être un strings, la voix ça va être la basse et tout. Bon, ok, on verra. Et j'arrive à New York au mois de octobre 2004 avec des maquettes disco, plein de choses comme ça, du disco, de l'acoustique. Je dis bon, on va à New York parce qu'on veut chercher des chanteurs, chercher de l'inspiration. Et il y a quelqu'un là-bas à New York que j'ai, ce qui s'appelle un contractor, qui a plein de contacts pour des musiciens et des chanteurs, et qui me dit j'ai des Jamaïcains. Et je dis Jamaïcains, bon, écoute, pourquoi pas? Amène les Jamaïcains au studio. J'essaye de faire un morceau de disco avec un Jamaïcain. On fait le morceau disco parce que quand tu invites des chanteurs, tu dois les payer à New York, si tu les payes, même si ça marche pas. Donc on fait un premier morceau disco. Et je fais c'est pas bien, c'est pas fou, c'est pas bien. Bon, on fait ok. Et le dernier, Gary Pine, qui arrive, il dit bon, il y a quelque chose pour moi. Et quand tu fais venir au studio, tu payes. Et c'est $3,000, hein, c'est beaucoup d'argent. Okay. Donc tu dis écoute, j'ai un morceau acoustique. C'est pas très dance music, mais c'est acoustique. Bon, essaye avec il y avait Dwayne Arden dans le studio, et Dwayne Arden, il a composé You Don't Know Me, le morceau de Armand Van Helden qui cartonne en 1998 partout dans le monde. Tu vois, You Don't Know Me, très très connu, voilà. Et Dwayne Arden, je l'ai pris parce qu'il écrit très bien, il écrit les top lines. Donc on est 5 dans le studio, avec aussi Alain Vizniak qui avait écrit l'album 3 avec moi. Qui travaillait avec Céron, je sais pas si là faut suivre, hein, attention, hein, c'est complexe. Mais on est tous 5 dans le studio. Et Gary Pine, je lui dis écoute, va dans la pièce là-bas et écris deux trois petites mélodies avec Dwayne, on verra. Donc moi je travaille sur des morceaux dans le studio, dans le main room, et au bout d'1 heure, il revient et me dit écoute, je sais pas si ça va te plaire, j'ai un petit quelque chose. Faut juste savoir qu'à ce moment-là, Gary Pine travaille avec les Wailers, donc le groupe de Bob Marley, ouais. Depuis le début des années 80, parce que les Wailers continuent à tourner et il faut bien quelqu'un pour remplacer Bob Marley. Dès qu'il commence à chanter derrière le micro, les premières notes, d'accord, c'est Why must have children play in the street, broken hearts and fading dreams. Il chante ça sur le disque, les poils comme ça, tu vois. Je dis waouh. Bob Marley est dans le studio avec nous, je te jure. Il avait une lampe au-dessus de lui et il y avait comme un halo de lumière. Et il commence à nous raconter sa vie. Si tu écoutes bien Love Generation, c'est un
c'est pas une chanson complète. Il y a un couplet, un refrain, après il parle, le refrain. Il y a pas vraiment. Et il commence à nous parler de sa grand-mère et de son enfance, des tonnes et des tonnes de pistes de voix comme ça qui n'ont aucun sens. D'accord? Voilà. Et je dis, c'est pas mal quand même, c'est pas mal cette histoire, c'est bien. Bon, là, je sais pas ce que je vais en faire, mais c'est pas mal. On a fini le morceau, il y a Alain Vizniac qui n'avait rien fait encore sur le morceau, qui dit, attendez les garçons, il manque quelque chose. Il se met au piano, il fait il dit, je sais pas pourquoi j'entends ça. Et Duane Harden dit, be the lost generation. Be the lost generation. Non, ça me plaît pas ça. Lost, j'aime pas, c'est négatif, j'aime pas. Moi, je dis love. On est dans l'amour. Be the love. Et c'est pas Phil, hein, c'est be the love generation. Il se remet derrière le micro et il chante be the love, 2-3 fois. Mais moi, j'ai un stack de 30, 40 pistes de voix. Et j'ai ressenti une telle émotion dans le studio avec Alain Vizniac. On est tous là. Il y a un ingénieur du son qui travaille avec Eric Morillo, Masters at Work, tous les plus grands. Et on se regarde tous et on est tous pétrifiés de l'émotion. Tu vois? Mais c'est pas facile parce que je me dis, tu sais, quand t'es excité sur le moment, le lendemain tu réécoutes, tu dis ouais, moyen. Tu dis peut-être moyen. Je prends dans le disque dur, je rentre à Paris, toujours excité, je n'écoute pas. Pendant une semaine, je n'écoute pas. J'ai peur. J'ai peur d'écouter. Tu peux pas savoir, parce que j'ai ressenti une telle émotion, je me dis, imagine si c'est, alors, tout ce que j'ai fait pendant 3 jours, j'ai payé 10, 15 000 $, je jette à la poubelle, hein. Je n'ai de focus que sur ce titre-là. Je réouvre la session tout seul, dans mon studio, et j'écoute, et j'ai la même émotion que dans le studio à New York. Je fais, waouh, c'est incroyable. Mais maintenant, il faut trier les voix. Ouais, il faut du bistouri. Il faut faire de la chirurgie parce qu'il dit des choses tellement incroyables et il faut être en même temps le plus efficace possible. Ouais. Donc je place ce qu'il y a à placer et tout devient, je voulais remplacer, mais ma voix, le sifflet, tout devient évident. Et lui, avec sa voix, il y a un côté nostalgie à Jamaïque qui est là. Presque Bob Marley a chanté la chanson, tu vois. Et c'est incroyable. Je finis le titre. Et je fais écouter, je suis tout seul. Hein. Je dis, putain, les gens me disent, Alain Vizniac, il me dit, tu peux pas sortir ça sous ton nom, Bob Sinclar, c'est pas toi, c'est pas disco. Je dis, ouais, mais j'aime bien quand même, tu vois. Là, on est au mois de février 2005. Je vais faire écouter à David Guetta. Parce que David Guetta, pour l'instant, il commence, tu vois, mais il a pas encore explosé comme il est aujourd'hui, tu vois. Je fais écouter Joachim Garraud. Il travaille avec Joachim Garraud à ce moment-là. Je fais écouter dans le studio. Il me fait, tu veux faire quoi avec ça? Ça peut pas passer dans les clubs. C'est musique acoustique, guitare acoustique. Ça peut pas jouer dans les clubs. Ça marchera pas. Ok. Bon. Mais moi, j'aime bien quand même. Et je vis à Miami pour la Winter Music Conference au mois de mars 2005. J'ai le vinyle promo. Je dois avoir peut-être 30 ou 40 vinyles avec moi. Et je joue dans la partie Defected, la plus grosse partie, la plus hype de Miami à ce moment-là. Tout le monde est là. Tous les plus grands DJ de la planète. Moi, je suis personne. Hein. Je suis un DJ, j'ai fait quelques titres. On me tape sur l'épaule, on me dit c'est bon, c'est bien ce que tu fais, continue. Et j'ai 1 heure de set. Et je joue mon premier disque. Je vais ouvrir avec Love Gina. Je suis comme ça. Après, je me cache derrière les platines, tu sais, pour me dire, je veux pas. Si ça marche pas, je vais prendre la honte. Et je joue mon disque. Personne ne danse. Mais c'est-à-dire personne. Les gens me regardent comme ça, me disent, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu joues? Et j'enchaîne derrière avec I Feel For You qui avait marché. Donc j'enchaîne avec mes Gym Tonic, My Only Love, tous mes tubes. Et là, je commence à monter la sauce, tu vois. Mais en même temps, je suis triste. Je me dis, ça marchera pas. Les DJ, j'ai pas la crédibilité, j'ai pas le crédit des DJ. Ouais. Je n'ai pas leur approbation, tu vois. J'ai pas le hockey. C'est bien parce qu'il faut avoir le hockey des DJ. Il faut que ça parte de la scène underground. Et j'ai dit, allez, je rejoue le disque à la fin de mon set. Faut que je sois sûr. Je rejoue le disque et j'ai des frissons rien que d'en parler. Les gens me deviennent hystériques. Mais fous, hein. Fous. Tous les DJ de Eric Morillo, je me souviens Ron Carroll qui vient, Masters at Work, tout le monde vient au platine me dire, c'est quoi ce disque? Tu vois? Au premier truc de guitare. Et ça ne ressemble à rien. C'est pas j'ai copié quelqu'un ou quoi que ce soit, tu vois? Et là, je dis c'est fort. Et après, ça ne s'arrête plus. Après, les vinyles sortent.
Évidemment, en Italie, le vinyle cartonne, bien sûr, toujours. Le gros soutien des Italiens. Les vinyles, ça part. Qu'en vinyle pour le moment. Et Universal vient me voir, me dit, on veut ce disque. On veut ce disque, absolument. On veut ce disque. Et c'était début juillet, je me souviens. Je fais écouter à mon label. J'avais fini mon deal avec Warner. T'avais fait 3 albums. Ouais, j'avais fait 3 albums, j'étais sorti du deal. Je vais présenter Love Generation Warner, ils en veulent pas. Non, ça nous intéresse pas. Et il y a Philippe Laugier, j'aime bien citer son nom, c'est important. Philippe Laugier qui travaillait chez Barclay à l'époque, un label de Universal, qui va faire écouter à Pascal Nègre, le boss de Universal à l'époque, et il nous dit on veut ce disque, absolument. Et j'ai dit ok, super. Donc je fais le deal avec Universal pour Le Monde. Et ils veulent sortir l'album. Je signe un album avec eux. Et le 15 juillet, il m'appelle, il me dit, écoute, je sais que ton disque marche bien chez les DJ, mais on a l'opportunité de faire le générique de la Star Academy. La Star Academy, il y avait eu une saison, je crois, avec un morceau de Céron, 1 ou 2 saisons, et ils cherchaient un nouveau générique. Je dis, jamais de la vie, je vais associer ma musique à un truc de talent show, télé-réalité. Laissez-moi tranquille. Moi, c'est pas. Tu vois d'où je viens. On est en 2005 et je viens de 10 ans, depuis 1994, Yellow Production, avec toute la crédibilité underground du label, etc. Les gens, voilà. Je vais pas me commencer. Si je vais dans le mainstream comme ça, ils vont me tuer. Là, j'ai perdu toute crédibilité sur ma musique. Et elle me dit, bon, je dis non. Même pas tu. Je dis non. Et il me rappelle le 15 août. On était le 14 juillet, il me rappelle 1 mois après. Ils ont essayé de chercher autre chose. Star Academy, ils cherchaient d'autres titres. Et Pascal Nègre en personne m'appelle. J'étais en train de travailler sur l'album, parce que j'avais qu'un titre pour l'instant. Et il m'a dit, Bob, écoute, tu dois réfléchir. Ça fait 15 ans, pardon. Ça fait oui, c'est ça, ça fait 11 ans que tu travailles avec ton label. Tu as la crédibilité underground, tu as la crédibilité des DJ dans le monde entier. Pourquoi tu refuses d'ouvrir la porte? Tu vas être numéro 1. Si tu synchronises, en France, on va être numéro 1, c'est sûr. Ouvre la porte. C'est ton moment. Et c'était un moment en 2005 où on voyait bien que la scène électro explosait dans le monde. La scène underground, le DJ était plus underground, il était identifié. On faisait des photos, on passait à la télé, on passait un petit peu partout. J'ai dit, allez, ok, comme ça. Et il synchronise. T'avais les boules. Ah bah oui. J'avais peur de perdre cette crédibilité que j'avais acquise au cours de toutes ces années. Donc, le morceau cartonne, numéro 1 en France, numéro 1 dans, je te dis pas, allez, 17 pays. Énorme. Donc là, donc la Star Academy m'appelle pour passer live à la télé avec Gary Pine, le chanteur. Donc le DJ devient immédiatement identifiable. Donc là, je sens que le tournant de ma carrière, il est là, tu vois. Donc là, évidemment, les critiques arrivent, bien sûr, hein, forcément. Bon, il y avait déjà eu des critiques avec Paradise, parce que je faisais des projets beaucoup plus underground avant. Mais là, là, vraiment, j'avais vendu ma veste, j'avais retourné ma veste. Bref, c'est pas grave, le succès est là, crédibilité des DJ, tout le monde le joue. C'est le tube que j'attendais, quoi. Enfin, que j'attendais. En tout cas, pour la première fois, je faisais un tube international. Par rapport à ce que on a dit, les DJ, ils ont approuvé, on dit, ce que tu faisais. Donc, ils ont fait un bon endorsement après ta carrière commence. Est-ce que tu te Mais là, on est en 2005, on n'est pas en 2020 ou 2022 ou 2020. Mais maintenant, 2024, non, est-ce que tu te sens seul ou tu te sens dans une grande famille dans ton industrie? Il n'y a absolument aucune famille dans ce milieu, aucune. Il y a peut-être des DJ qui s'aiment bien. J'aime beaucoup Benny Benassi, par exemple. On se voit pas beaucoup, mais c'est un bon ami parce que je ressens que c'est une belle âme. Oui. Tu vois, c'est quelqu'un qui il aime les choses simples. Il est resté simple. Mais c'est difficile de rester simple aussi. Tu sais, quand les gens oubliaient que DJ, c'est quelqu'un qui passe des disques, hein. Ouais. C'est quelqu'un qui pousse des disques. Ils ont oublié d'où ils viennent. Maintenant, c'est tellement starifié qu'ils pensent qu'ils sont au-dessus des autres. Tu vois ce que je veux dire? C'est mon ego, mon image, ma carrière. Quand tu as commencé à gagner beaucoup d'argent, parce que l'argent, c'est un grand côté du poison, en général. Et quand quelqu'un parle de succès, normalement, il y a toujours l'argent. Parce que si t'as pas d'argent, t'as pas de succès. Vu qu'il n'y a pas une école pour gérer le succès, mais même pas une école qui t'apprenne à gérer de l'argent, si t'as des parents riches, ils pourraient t'en parler. Mais si t'as pas de parents riches, ils pouvaient pas envisager que t'aurais été aussi riche que ça. Comment t'as fait? Le rapport à l'argent. Quand l'argent arrive, moi, tout de suite, sécurité. Tout de suite, sécurité. Achat d'un appartement,
pour les enfants, que les enfants soient bien, la sécurité, toujours. Maintenant, j'oublie pas d'où je viens. Ça, c'est important. Ne jamais oublier d'où tu viens, d'être bien entouré. Après, tu as toujours comment je vais pouvoir exposer ma réussite dans l'échelle sociale, dans ce que tu veux renvoyer aux autres. Alors, t'es faible ou t'es fort? Ton père t'a pas donné la confiance, donc il faut que tu existes absolument, il faut que tu montres aux gens que tu es devenu un homme grâce à la réussite sociale, ce qui est forcément du faux dans le matériel. Donc j'ai acheté une bonne voiture, 2 voitures, 3 voitures, une montre. Maintenant je porte plus rien, plus de montre, plus rien, j'ai plus de voiture, j'ai plus rien parce que je sais que tout ça, c'est de la mandoline. Ça n'existe pas, c'est du faux. Tu attires les mauvaises personnes avec ces choses-là. Mais j'ai toujours eu ce sentiment je suis paradin, je sais me faire plaisir, mais il y a toujours un sentiment où il faut être en sécurité. Donc ça, à partir du moment où tu as ça, tu mets en sécurité les tiens. Après, forcément, quand tu as des enfants et que tu les vois grandir, c'est pas facile parce que tu veux les mettre en situation, tu leur mets dans des bonnes écoles. Non pas que tu veux que ce soit des vitrines de marque, mais tu leur achètes quand même des bons vêtements pour qu'ils soient bien. Donc ils se sentent bien évidemment choyés. On est dans une belle maison. J'ai passé 5 ans à Los Angeles parce que j'avais signé un contrat avec Las Vegas. Donc allez hop, on part tous à Las Vegas, on a une petite maison, on est bien, ils sont dans un confort, le petit matelas est soyeux, moelleux, forcément. Mais qu'est-ce que je vais pas retourner leur faire subir? Alors c'est là qu'il faut trouver la bonne balance, leur faire subir ce que moi, alors j'étais bien encore une fois avec maman, c'est super bien passé, mais d'être dans la difficulté pour faire naître en eux ce sentiment du goût de l'effort. Alors je suis pas du tout dans ce rôle. Donc on apprend des bonnes valeurs, on est dans l'argent, on est dans le plaisir, on gâte, mais la carotte, si ça marche pas à l'école, ça peut pas marcher avec nous. Donc on essaye, c'est pas facile, mais c'est un travail au quotidien. Le non, après, nous, on était un peu loin lors du succès, ils l'ont pas vécu de façon méchante. Je dis juste que, avec le DJ, il y a un rapport différent. Donc, les gens voient le DJ différemment d'un acteur ou d'un chanteur. Ils n'ont pas ce sentiment d'appartenance malsain. T'es un chanteur, c'est grâce à moi que t'existes. C'est un acteur, c'est parce que je vais voir tes films que t'existes. Donc, tu me dois ça, t'es agressif. Tu vois? Moi, honnêtement, c'est toujours super cool. Même en Italie, où on est un peu selfie addict, tu vois, on veut faire des selfies avec l'artiste, c'est toujours super cool. Viens Bob, on t'adore. Viens, allez, fais un petit selfie. Et toi, évidemment, tu oublies pas d'où tu viens. Tu fais toujours gentiment les photos avec tout le monde. C'est important. Investissement. T'aimes investir où on peut créer, donc dans des domaines créatifs, où ça peut générer des bonnes vibes, de la bonne énergie. Bien sûr, toujours. Pas mettre de l'argent sur un compte assurance vie pour rien. Moi, j'adore l'art, donc j'investis beaucoup dans l'art. Encore une fois, la culture hip-hop dans laquelle je suis né m'inspire tous les jours. Je veux être dans la trace, je veux avoir une trace, laisser une trace sur l'œuvre que je vais acheter, par exemple, tu vois. J'ai eu la chance d'acheter un Kessaring, par exemple. Kessaring, qui est un des artistes que j'adore le plus. C'est un bon investissement, c'est un gros investissement, mais je veux faire partie de l'histoire de cette œuvre. C'est pour moi une petite, tu vois, je fais partie un peu de la culture hip-hop, j'aime cet artiste, je l'achète, je vais le transmettre à mes enfants, je leur explique l'histoire, etc., etc. Tu vois, toujours un peu de transmission dans l'investissement. Dans tes rêves et dans tes objectifs, vu que tu m'as dit focus, j'ai vu que tu as ouvert une boîte, je sais pas si c'était 2011, en tous les cas, Miami, Amnesia. Ouais, j'ai essayé. C'était pas pour gagner de l'argent, honnêtement, c'était pour créer une famille. C'était pour dire, je vais appeler mes potes et allez, on va tous jouer dans ce club. Ça, c'est ma deuxième maison. C'est ma deuxième maison et on va tous jouer là, ça va être sympa. Erreur grave. Pourquoi? C'est-à-dire que tous les DJ, tu penses que ce sont tes potes et qui vont venir dans le club, tu te gourres. C'est justement parce que tu es le patron du club que les mecs viendront pas jouer pour toi. Parce qu'ils s'imaginent que les patrons de club gagnent plus d'argent que le DJ. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. C'est le DJ qui gagne plus d'argent. C'est clair. Donc, et c'est là que je commence à comprendre, en 2011, qu'il y a aucune fraternité dans ce métier. Et il y a des amis que je croyais être mes amis, qui m'ont dit on peut pas venir, tu comprends, on est booké dans le club d'à côté, il faut que tu comprennes mon mal. Voilà, c'est un peu ça. Donc ça a été pas une erreur parce que je suis sorti, j'ai une expérience, je suis sorti de ça avec un petit peu d'argent. D'ailleurs, j'avais investi, j'ai gagné un petit peu plus. Donc ça a toujours bien marché. Ça a bien marché et c'est grâce à cet argent que j'ai pu acheter le Kessaring en question. OK, tu fais cette expérience. Quel autre objectif tu t'es fixé après le 2011 jusqu'à maintenant? J'ai entendu ta femme dans le documentaire On parlera d'amour à la fin, qui disait, OK, même aujourd'hui, tu as réussi à réaliser ton rêve. Oui. On va voir lequel est le prochain. Mais enfin, celui-là, tu l'as emporté.
Tu parles de ma femme, elle était totalement contre cette expérience de vivre aux États-Unis, de faire ça, parce que ça allait encore m'obliger à être encore une fois absent de la maison. Ça a toujours été pour elle difficile d'accepter mon succès. C'est une femme qui a été très belle, qui est toujours très belle d'ailleurs, bien sûr, mais Puis votre fille lui ressemble énormément, c'est incroyable. Ouais, non, c'est une femme très très belle et qui, bien sûr, en tant que femme très belle, a vu perdre sa place au sein de la famille, de perdre, c'est une ego, on parle de l'ego, mais oui, donc sa place en tant que reine de beauté, dans notre entourage, on parlait plus que de moi le jour où j'ai fait Love Generation et tout mon succès qui arrivait. Elle était là avant et après Love Generation, oui. Donc elle avait clairement un peu perdu sa place par rapport aux gens qu'on fréquentait. Les gens n'avaient Dieu que pour moi, donc c'était un peu difficile. Et moi, j'étais pas du tout là en train de dire moi tu vois, c'est toujours alors qu'est-ce que tu fais, tu vas où demain, c'est quoi ta tournée, et le succès, ouais, c'est incroyable ce que tu fais, tu vois. Et du coup, elle, comme elle avait réservé un peu sa place à la maison, c'était un peu un deal qu'on avait fait clairement. Hein. Tu t'occupes bien des enfants, comme ça, j'aurais accès à eux constamment. Parce que si tu fais un travail, ils vont être gérés par des nounous, tu vois, par d'autres femmes. Et je veux que mes enfants soient vraiment grandissent avec les valeurs avec les valeurs familiales, parents, ouais. Voilà, avec de leurs parents. Donc elle a fait aussi un peu de sacrifice par rapport à ça. Bien sûr. Mais donc elle a jamais pu travailler. Elle a donné tout son temps comme maman. Exactement. C'est un travail énorme. Bien sûr, elle avait travaillé un petit peu avant. Elle a fait ses enfants quand elle avait 27 ans, donc elle avait travaillé un petit peu avant. Mais ouais, à partir de là, à partir de 27 ans, elle a dit je me consacre entièrement à mes enfants, ce qui est magnifique parce que moi je pouvais gagner l'argent et tu vois, c'était un deal. Quel d'autres rêves t'as réalisé après le club? Alors, comme tu dis, tu l'as si bien dit, le succès, c'est un poison. C'est pas facile. Donc, quand tu fais d'énormes succès, t'as envie que ça dure. C'est comme une drogue. Tu vois, t'as envie que les gens continuent à t'apprécier. Ah, mais tu dis, ah, mince, le titre que je viens de faire marche un peu moins. Alors, je me suis pas tout à fait dit ça. Je me suis dit, écoute, essaye de te remettre, de te replacer dans la situation dans laquelle tu étais avant de faire ce tube. Quel état d'esprit tu avais? C'est-à-dire, reviens. Tu es plus innocent, malheureusement. Tu vois, tu as plus cette innocence de découvrir les nouvelles tendances. Tu dis, écoute, sors de ça, retrouve de l'inspiration et continue à rester dans la nostalgie. Parce que clairement, Love Generation, c'est un morceau nostalgique. Tu vois, c'est Bob Marley qui est là. On s'en aperçoit pas dès le départ quand on le fait, mais ça ressemble à du Bob Marley version club. Donc, en 2009, je vais faire Sugar Hill Gang, tu vois, je vais aller vers le rap. J'essaie de créer toujours des fusions. Et en même temps, Rafaela Cara. Tu vois, j'essaie de recycler toujours un peu de disco, donc j'ai la chance de rencontrer. En France, ils la connaissent pas? Très peu. Surtout la culture gay. Surtout dans la culture gay. Ouais, c'était une grande icône, exactement, même en Espagne. Exactement. Pas beaucoup. Mais moi, je connaissais pas ce titre, À faire l'amour et Cominciatu. Donc, je les découvre un peu par hasard parce que je collectionne le disco, l'italo disco. Et pour parler de ce titre très court, quand même un titre très très important, parce qu'on a eu quand même, grâce à la Grande Bellezza, on a eu un Oscar à Hollywood. Merci à toi, Paolo Sorrentino. Mais la première fois que je sample cette partie et que je fais la production, la première fois que je joue en Italie, j'ai mon ami, je dis son nom parce que je l'aime d'amour, c'est Nicola Zucchi, qui est un super DJ ici en Italie, qui marche très fort. Il est beaucoup dans l'humour avec moi. Tu vois, on est dans l'humour, on se parle beaucoup. Je lui dis, mais il m'a dit, tu peux pas faire ça. C'est impossible, ça peut pas marcher avec son accent italien. Il parle très bien français. Il me dit, mais non, tu peux pas faire ça, c'est pas possible. Tu as la crédibilité, tu es Bob Sinclair, tu peux pas sampler Rafaela Cara, c'est pas possible. Je dis, mais si, je vais sampler, mais si, c'est possible. Mais je vais seulement sampler, mais en plus, je vais appeler Rafaela et je vais lui dire, je vais appeler, évidemment, une amie à moi qui l'a contacté son manager et qui lui a dit, on va voir, parce qu'elle faisait rien. Rafaela, elle voulait travailler avec personne. Et, écoute, ma manager en Italie appelle son manager et dit, qu'est-ce que c'est Bob Sinclair? Bon, il est connu ici, mais bon, Rafaela, elle fait rien. Mais elle veut le rencontrer. Si elle le voit pas, elle travaille pas. Donc, je vais la rencontrer à Rome. Comment vous parlez? Elle parle très bien français. Ah, wow, mais bien sûr. Elle parle très bien français, très bien espagnol, très bien italien. Ah ouais, non, bon, c'est top. Une femme incroyable. Ouais, incroyable. Et on parle 1 heure. Coup de foudre. Elle est très froide. Au départ. Elle observe. Elle s'ouvre pas tout de suite, tu sais. Elle observe. Elle a pas travaillé avec personne depuis 10 ans dans la musique. Et elle me regarde comme ça, me dit, j'aime bien ton énergie, Bob Sinclair. J'aime bien ton énergie corporelle. Elle me parle d'énergie, tu comprends? On va faire quelque chose ensemble. Je vais réenregistrer ce titre pour toi et on va cartonner et je vais t'ouvrir la porte de toutes les télés en Italie. Comme ça. Tu lui as donné envie de faire des choses. Je sais pas ce que j'ai dit. Moi, j'aime beaucoup les anciens.
J'ai beaucoup de respect pour les anciens. Et là, je découvre une femme vraiment extraordinaire. Je ne connais pas encore une fois Raffaella. Je ne sais pas l'impact qu'elle a sur la famille italienne. À quel point elle appartient à toute la famille, à toutes les familles italiennes. C'est la grand-mère de tout. Complètement. Voilà. Et elle réenregistre en studio à Rome. On enregistre ensemble. Je reviens avec les voix et je refais le titre. Et les gens ne croient pas que c'est elle qui chante. Parce qu'elle a 70, je pense, au moment où j'enregistre avec elle. Tu vois, elle est quand même assez âgée déjà. Et on fait toutes les télés. Et c'est un carton énorme ici en Italie, vraiment. Mais plus qu'un carton, c'est comme un passeport italien qu'on me donne. Bienvenue chez nous. Ouais. Parce que je montre du respect, tu comprends? Ouais, les Italiens t'adorent. Ouais, mais les Italiens t'adorent, mais il faut montrer encore une fois avec quelque chose. C'est clair. Et pourquoi on va t'accepter italien alors que tu es français? Il y a toujours la France-Italie, hein. Pour le football, tu sais, c'est toujours la rivalité. Beaucoup d'amour, mais beaucoup de rivalité. Et donc là, bienvenue chez nous. J'arrive à la fin de la carrière. Ouais. Et j'arrive à une vidéo que tu fais cet été. Tu reviens à la maison après une soirée où tu dis où est-ce qu'on est en train d'aller? Tout le monde avec le téléphone dans la main. Personne n'était intéressé à ce que je faisais. Donc tu te mets même en discussion quand tu dis ça. Exactement. C'est la première fois que je fais ça. Voilà. Bon, c'est la première fois que je le vois. Ouais. Non, parce que d'habitude, on est toujours dans un personnage. On essaie toujours de montrer les meilleurs... Ouais, là, t'es très humain. Les meilleurs moments. Vrai, Ouais, authentique. Je me souviens exactement dans l'état dans lequel j'étais. J'étais à Mykonos. Peu importe le club, parce que le club est fantastique. C'est un club extraordinaire qui accueille les plus grands DJ du monde. C'est pas la faute du club parce que le sound system est dingue. 2500 personnes qui ont payé 80 € l'entrée. Et c'est fou et je suis content. Je suis derrière mes platines et je suis prêt à faire la fête. Et c'est quand même la première fois que je vois ça sur 2 heures. C'est pendant 2 heures. J'ai, je pense, 300, 400 personnes sur les 2000, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent faire la fête, qui ont leur téléphone en main comme ça et qui vivent la soirée à travers leur téléphone. J'ai beau leur jouer quoi que ce soit, peu importe le titre. Mais ils dansaient pas? Personne ne danse. Wow. Ça filme. Et c'est la première fois que je vois ça. Hein. Et je me dis, je sens quand même, depuis le confinement, je sens monter crescendo l'intérêt pour les réseaux sociaux. Et là, j'ai mal au ventre. J'ai dit, mais je peux pas faire ça. Je vais arrêter ça parce que c'est pas possible. Déjà que c'est quand même de plus en plus dur de jouer, parce qu'on en a pas parlé, mais la créativité artistique est de plus en plus faible. On tire vraiment la créativité vers le bas dans la dance music parce qu'on veut de l'exposition, on veut suivre la tendance et on veut être à l'affût et être le numéro 1. La popularité est beaucoup plus importante que le talent. Donc je vois vivre les DJ, je les vois travailler. Je les vois faire et suivre les tendances des autres. Donc déjà, c'est difficile de trouver des titres à jouer pour faire danser les gens. Donc je les vois qui filment et j'arrive dans ma chambre et je dis... Tu finis ta soirée? C'est fini ma soirée, il est 6 heures du matin. Tu fais tout jusqu'au fond, comme si tout s'était bien passé? C'est dur. Là, je peux pas masquer. La première heure, j'essaye de trouver de l'énergie corporelle pour leur dire, allez-y, on fait la fête. Au bout d'1 heure, j'arrête. C'est la première fois que j'arrête de partager, de communiquer. Je joue la dernière heure, je suis anéanti. Et je regarde mes platines et je joue mécaniquement, machinalement. Là, je joue mes titres les uns après les autres. Et je dis, je peux pas continuer comme ça, c'est pas possible. Et en Italie, la chance que j'ai, là, j'étais à Mykonos, en Italie, c'est qu'il y a toujours beaucoup de gens avec moi. Ils ont l'intelligence de mettre des filles, beaucoup de filles, des garçons, du public avec moi. Derrière la console. Derrière la console. Donc ça contribue au partage de l'énergie, même s'il y a quelques téléphones. Là, je me suis retrouvé tout seul. Et j'ai voulu partager ça. J'ai aux autres DJ, je dis, mais est-ce qu'il y a qu'à moi que ça arrive? Je vous vois toujours partager des choses en disant, c'était incroyable, c'était extraordinaire, festival fantastique. Mais il y a de la merde aussi, je suis désolé. Il y a des festivals qui t'appellent juste parce qu'ils veulent booker ton nom. Et c'est tout. Ils veulent capitaliser, ils veulent faire des entrées avec ton nom, mais ils s'en foutent de qui rentre. Il n'y a pas d'énergie, les gens dansent pas. Et aujourd'hui, on est dans une bulle de DJ. On est dans une bulle, clairement, où les DJ prennent de plus en plus d'argent, où, comme les DJ prennent de plus en plus d'importance, le clubbeur et l'influenceur veut être présent partout, que ce soit Coachella, que ce soit Ibiza, ils veulent être à côté des DJ, presque dans la cabine, pour filmer. Ils en ont rien à foutre de ce que tu joues. Artistiquement, t'es qui? T'as des followers? Bob Sinclair, 1,5 million, 1,2 million. Ah ouais, ok, je vais faire une photo avec lui. T'es pas un DJ, t'es personne, tu n'existes pas. Il te faut de la popularité pour attirer les gens. Si tu as de la popularité, tu attires les gens. Et les gens pensent, je vais avoir de la popularité parce que je vais être à côté de lui. Ça n'est que ça.
Aujourd'hui, je ne partage absolument plus de la musique, je partage du contenu. Je suis devenu influenceur, même dans ma façon de partager la musique. Ce soir-là, j'étais mal. T'aimes encore ton métier ou J'aime plus que tout mon métier. ça t'a pas démotivé? Ça m'a démotivé sur le moment, mais tu sais, pardonne-moi de t'interrompre, le lendemain, j'étais en Italie. Incroyable. Et t'as repris ton énergie? En Italie, je sais pas parce que c'est l'Italie. T'étais en Pouille? J'étais Pouille, j'étais dans les... je me rappelle plus où j'étais, pardonne-moi, j'étais pas dans les Pouilles, j'ai oublié où j'étais. Mais j'avais des Italiens avec des pancartes. Comment tu dis en italien la pancarte? Des tifosi, cartelli. Cartelli. Ouais, comme tu fais au stade, comme tu C'est-à-dire utilises au stade ou dans les concerts. Ici, ce soir, pour toi, il y aura pas de téléphone. Ah d'accord, ils ont... ok, d'accord. Mais tu sais, quand j'ai fait ça, je me suis dit, je vais me faire déchirer par tous les DJ, par tous les... C'est exactement le contraire. T'as eu de la solidarité, on dit? Oui, solidarité incroyable. 3,5 millions de partages là-dessus. Et les plus grands DJ m'ont repartagé en disant, mais c'est incroyable ce que tu dis, on osait... Ça arrive même à eux ou pas? Bien sûr. Mais, et je le vois sur les réseaux sociaux parfois que les gens dansent pas. Ils postent des vidéos, les gens dansent pas. Je dis, mais pourquoi tu dis que c'est extraordinaire alors que les gens dansent pas? Dis aux gens, pourquoi vous dansez pas? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Un DJ, il y a rien de plus chiant à voir, à regarder. Un DJ qui joue de la musique, c'est pas beau. Enfin, je veux dire, bon, il faut qu'il se passe quelque chose avec lui. Donc, j'ai envie de leur dire, quand c'est pas bien, exprimez-vous. Essayez de revendiquer quelque chose. C'est votre métier. Ok, vous gagnez de l'argent, mais retrouvons cet esprit de fête. Il faut absolument retrouver l'envie de faire la fête. T'as fait plein de succès dans la musique. Tu vas toujours être comparé à ce succès. Comment tu vis ta musique par rapport à ça, à cette frénésie? Parce que t'as enchaîné plein de succès. Ouais. T'as pas eu de la chance une fois. T'en as fait plein. Tu faisais des vidéoclips, waouh. Donc, créativité. Ouais. T'as tout mis là-dedans. Ouais, vraiment. Maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce que tu penses? Bah, on va pas dire que c'est mal. Je veux dire, d'avoir du succès en tant qu'artiste, c'est extraordinaire. D'être reconnu pour ta passion. Ouais, non, mais quand il y a quelque chose qui marche pas, il commence à te rappeler ce qui a pas marché. Bon, ça marche pas parce que c'est peut-être pas le moment, parce que t'as peut-être pas pris la bonne voie, parce que c'est pas ce que les gens attendent de toi. Quand tu as fait un Love Generation World Hold On, de dire Work This Party, on veut dire, tu peux pas nous refaire Work This Party, mais je leur dis, je peux pas refaire 2 fois la même chose, c'est pas possible. Donc c'est pas grave. Si ça revient pas, c'est pas grave. On a un moment. On a tous un moment. Je pense quand tu as de la chance, tu as ton moment. Mais il y a plein d'artistes qui galèrent et qui arrivent pas à vivre de leur métier. Surtout aujourd'hui où il faut le talent. T'as du talent, c'est pas grave. T'as combien de followers? Tu vois, c'est combien de followers? Il dit, t'intéresses quelqu'un. Le club va te booker pour tes followers et pas pour ton talent de DJ. Tu as quand même, pardonne-moi, Paris Hilton qui fait le main stage à Tomorrowland. Comment tu peux faire un truc comme ça? Tu es Tomorrowland, comment tu peux inviter Paris Hilton? Mais merde! Tu invites des plus grands DJ de la planète et derrière le main stage, derrière David Guetta ou derrière moi ou derrière... tu as l'autre qui vient, qui sait pas faire DJ juste parce qu'elle a je sais pas combien de followers. Pourquoi faire ça? Ça n'a aucun sens. On est dans la dance music, on est dans la créativité. Inspirons le monde. On est là pour inspirer les gens. Tu vois, nous sommes des artistes. Et en tant que... Je te parlais, pardon, de succès. Bien sûr que le succès, c'est un poison. C'est pas grave. On doit dire, voilà, il faut être conscient qu'on peut pas toujours avoir du succès. Si un jour je refais un Love Generation, un énorme succès, ce sera un nouveau cadeau de la vie, ce sera un nouveau cadeau, mais pas une chance. Ce sera une opportunité. Ce sera une synchronicité. J'aime bien ce mot, synchronicité, parce que j'ai envoyé de l'énergie. Je vais rester fidèle à moi-même. Je vais dire, c'est ma musique d'aujourd'hui. Les fans vont la suivre, vont dire, bon, on aime un peu moins que là, mais on te suit, on te soutient, continue à faire la musique. C'est en restant toi-même que tu continueras à faire évoluer les choses et à inspirer les gens. C'est pas en disant, c'est l'Afro House en ce moment. Tout le monde ne jure que par l'Afro House. Grâce à Dieu, en Italie, c'est pas la musique première. Mais pourquoi j'irais moi dans l'Afro House alors que j'étais déjà là en 2001? Tu vois, et on peut y aller, mais on va pas essayer de rattraper pour garder de la notoriété. La notoriété, elle est là. Tu es toi-même, tu as ta notoriété, continue comme ça. Tu veux ajouter quelque chose par rapport à la carrière ou à tes objectifs dans ta carrière? Moi, je voudrais conclure en parlant d'amour. Après, je te pose une dernière l'amour, question. c'est ce qu'il y a de plus important. Tu peux pas faire ce métier sans amour. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose par rapport à tout ce qu'on a dit dans ton boulot, parce que après, on a sauté des années, c'est clair. Non, bien sûr, on a sauté des années. Non, c'est fantastique. Je travaille la musique comme un fou tous les jours. J'ai besoin de musique. Donc, ton cœur, il bat toujours moi, de la même façon. C'est comme le sang qui coule dans mes veines. C'est faire de la musique tous les jours.
Amour. Amour. On a parlé de ta femme, on a parlé de tes enfants, mais quand on était dans le backstage, avant, tu m'as parlé de fiancée. Ouais, non, bien sûr. Alors, malheureusement, j'aurais aimé rester avec ma femme tout le temps, mais... Combien de temps vous êtes restés ensemble? On est restés 25 ans ensemble. Okay. C'est beaucoup. C'est beaucoup... Moi, je voulais te demander pourquoi t'es tombé amoureux d'elle quand vous vous êtes connus. C'est très difficile comme question, ce que tu me demandes, parce qu'avec le recul à 50 ans... Ouais, bon, t'as mûri, t'as une autre tête, c'est clair, mais retourne à ce moment-là. Je suis à un moment de ma vie en 2024, excuse-moi, je suis perdu, en 1994, où je reviens de l'armée. J'ai fait mon service militaire. Je suis un petit peu au fond, émotionnellement. Mon énergie est au fond. Je suis pas en dépression parce que je suis pas une personne dépressive, mais même si t'es pas dépressif, tu peux avoir des micro-dépressions de remise en cause de toi-même. Qu'est-ce qui va me donner de la valeur aujourd'hui? J'arrive de l'armée, je sais rien faire. Je veux faire DJ, mais quelle va être la vie pour moi? Et je me souviens avoir écrit sur un petit cahier les phrases: je vais rencontrer une femme qui va me donner de la stabilité, qui va me donner 2 enfants. Et j'ai écrit ça. Et qui va me permettre de pouvoir avoir donc cette stabilité pour pouvoir m'exprimer dans mon travail et pouvoir avoir du succès, j'en sais rien, mais qui va pouvoir, tu vois, encore une fois, le cocon familial. Reconstruire ce cocon familial pour pouvoir avancer dans la vie. Donc j'ai choisi cette personne parce que ça faisait longtemps que je la connaissais. Je savais qu'elle était amoureuse de moi. On s'était perdu de vue pendant un moment. Elle était très belle, elle me donnait beaucoup confiance en moi. C'était pas forcément pour les bonnes raisons. J'ai eu du mal à rester seul. J'ai du mal à rester seul. J'ai besoin de beaucoup de tendresse. Donc je suis pas celui qui va dire je vais rester 1 an tout seul pour voir ce qui va se passer. Alors c'est pas moi ça, tu vois. Alors je prends pas les gens parce que c'est des pansements ou pour masquer des blessures, tu vois. Mais je peux dire aujourd'hui que c'était un petit peu pour ça à l'époque, pour me donner une certaine stature, tu vois. Essayer de construire quelque chose. En tout cas, ma priorité était ma musique. J'avais besoin de construire quelque chose. C'est difficile de l'exprimer avec des mots, pardonne-moi, mais je crois que tu as compris. Donc, j'ai parfaitement compris. Malheureusement, les choses évoluent. On évolue ensemble. Et moi, ma carrière, c'est ma carrière. J'ai toujours envie de faire la musique. Je me vois pas me reposer, acheter une maison de campagne et me mettre attendre doucement la mort, pardonne-moi, mais en regardant la télé, en me disant ce que j'ai fait, c'est incroyable, t'es un génie. Non, moi, ce qui s'est passé, c'est super. Ça me donne beaucoup de confiance. Mais je veux continuer à le faire. Mais tu sais, le succès, ça masque beaucoup de choses. Mais ça ne soigne pas les blessures que tu as à l'intérieur de toi, tu vois. C'est ton boulot qui vous a séparés ou c'est l'amour? C'est mon travail qui nous a séparés. C'est pas l'amour parce que l'amour, il était là. Il était mal exprimé. Elle avait sûrement beaucoup de blessures aussi à soigner. Et curieusement, je pense qu'on avait les mêmes blessures à soigner. Et quand tu as les mêmes blessures à soigner, clairement, tu as besoin d'attention. Peut-être une attention que je lui ai pas donnée, tu vois, parce que j'étais très focalisé sur ma carrière. Et moi, j'ai besoin de beaucoup d'attention. J'ai besoin de quelqu'un qui fasse attention à moi. Je donne beaucoup, attention, hein, on est sur la même, je suis pas égoïste, égocentrique, mais j'ai besoin de beaucoup de tendresse, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi. Et c'était quelqu'un qui est, encore une fois, je te dis, qui était très belle à l'époque, qui a reçu beaucoup d'amour et qui a masqué beaucoup de choses. Et elle avait besoin de se faire soigner par quelqu'un aussi, de se faire rassurer parce qu'elle avait 45 ans, et une femme à 45 ans, elle a besoin de se faire rassurer et d'avoir de la sécurité. Et je ne lui offrais pas clairement cette sécurité à 50 ans. Donc, elle a rencontré quelqu'un, pour être très honnête avec toi. Elle m'a dit clairement, j'ai rencontré quelqu'un qui m'offre cette sécurité. Donc, j'avais fait aussi des bêtises, hein, j'étais pas... Mais bon, on peut pardonner certaines choses. Donc, comme je ne lui offrais pas cette sécurité pour le futur, et très simplement, je n'avais pas... on se comprenait plus, je n'avais pas envie de lui offrir cette sécurité. On s'est séparés, voilà. Vos enfants ont compris des deux côtés? Non, parce qu'on ne se disputait jamais. Moi, pour eux, c'était... on n'était pas du tout. Je n'ai jamais tapé ma femme ou parlé fort devant les enfants. Je l'ai toujours respecté. Et c'était, encore une fois, on avait réussi ça, à recréer un cocon familial dans lequel c'était très, très fort. Avec les enfants, d'ailleurs, tu peux voir à travers mes réseaux sociaux que mes enfants, on est très soudés. Mais mes enfants, aujourd'hui... Je te vois plus avec ta fille par rapport à... Ma fille, mon fils, mais on est très, très soudés. Ouais, mais malheureusement, on souffre. Il nous manque un 4e.
Il nous manque un quatrième. On est les 3 mousquetaires, mais les 3 mousquetaires avaient D'Artagnan. Et D'Artagnan n'est plus là. Donc on souffre beaucoup de ce manque de ce cocon familial. Et eux recherchent. Donc c'est en ça que j'ai créé en eux une faiblesse. Ce cocon familial d'amour a créé en eux une faiblesse. Cette faiblesse ils ont besoin d'amour. Donc mon fils tombe sur les mauvaises filles qui profitent de cet amour qu'il a en lui. Parce que les filles, elles veulent des bad boys. Et ma fille tombe sur un bad boy, forcément, parce qu'elle veut un mec qui a de la stature, parce qu'elle regarde son père aussi, qui lui a donné beaucoup de confiance, mais elle a besoin de beaucoup d'amour. Donc elle tombe sur un mec qui est pas mielleux, parce que je suis pas mielleux, donc je suis quand même un homme fort. Donc et les hommes forts sont un peu bad boy, donc le bad boy la maltraite un peu. Donc il dit, je comprends pas, papa. J'essaye de donner tout l'amour que tu m'as donné à cette personne, mais cette personne ne l'accepte pas. Parce que il y a un jeu de rapport amoureux à cet âge-là qui est malsain et que j'ai vécu moi aussi, bien sûr. Mais je lui dis, et eux sont très intelligents parce que là, ils restent célibataires. Ils ont fini cette toxicité dans leur relation. Et ils sont forts, mes enfants. Ils sont ultra forts parce que ma fille, elle a confiance. Elle me dit, bon, j'ai vu ce que c'était une fois. Mais crois-moi, je vais patienter. Je préfère rester célibataire maintenant. Je vais attendre le bon moment, la bonne personne, tu vois. Donc c'est là que moi, le papa doit être très fort dans l'adolescence pour une fille, hein, très très fort. Ça aussi, on n'en a pas parlé, mais les papas, ils abandonnent un peu. Hein, ils ont abandonné. Et je dis pas parce que j'ai toutes les copines, tous les copains de mes enfants, j'étudie, j'écoute beaucoup. Et il faut être présent. Hein. On pense toujours que c'est la maman, l'amour qui va donner la confiance aux enfants, mais non, l'amour est donné par la mère, le papa aussi, mais la confiance à la fille surtout, et au papa et au garçon, il faut qu'il soit là. Entre 14 ans et 20 ans, 22 ans, 23 ans, faut être là absolument. Et c'est ce que je fais, je les soutiens, je les porte. Ils font quoi tes enfants dans la vie? Ma fille, elle a fait 1 an dans un magazine de mode à New York. Voilà. Elle allait vivre à New York? Elle allait vivre à New York. Elle a fait 1 an là, à travailler, à construire un nouveau magazine. Elle adore la mode. Elle sait pas qu'elle est douée pour faire DJ, mais elle sait pas, elle refuse. Mais quand je vois ces vidéos qu'elle fait la DJ, c'est pour s'amuser? C'est pour s'amuser. Parce que je vois qu'elle vient même dans tes soirées. Ouais. Elle veut mixer avec moi. C'est toujours pareil, tu sais. Elle veut être avec moi. D'accord. Parce que ça, tu sais, mixer avec des gens, c'est pas facile. Ça peut provoquer de l'anxiété chez un enfant. Avoir le regard sur soi quand t'as 20 ans, c'est énorme. C'est traumatisant. C'est très lourd. Hein. On voit ce qui est arrivé à Avicii. 23, 24 ans, arrivé, mis en lumière constamment, que lui était, tu vois, avait une maladie par rapport à ça. Tu vois, bon, pas de ça, mais ça a été très triste. Mon fils recycle des vêtements. C'est-à-dire qu'on est fan de vintage. Moi, je fais les marchés du monde entier pour trouver des vêtements originaux. Il n'est pas du tout de marque sur lui ou de choses comme ça, tu vois. Mais donc, c'est pour ça je leur ai poussé des cartes artistiques pour qu'on puisse continuer à voyager ensemble, à échanger des choses, tu vois. Ça, c'est un peu égoïste de ma part que je puisse continuer à aller. Parce que normalement, à 18 ans, papa, tu vois, je fais un boulot aussi cool, mais on veut pas être trop avec les parents. Mais eux, ils veulent être tout le temps avec moi, donc ça c'est super. Donc ils recyclent des vêtements. Vous habitez ensemble à Paris? Non, ils habitent chacun. Alors Paloma habite avec sa maman toujours, mais mon fils habite tout seul. Mais on voyage ensemble, on est tout le temps ensemble. Et lui crée sa marque qui s'appelle About Dreams, et c'est super. Il floque des papillons, tu vois, il print lui-même, il fait tout à la main. Comme moi, je faisais les disques à la main à l'époque, lui il fait les vêtements à la main. Donc ça marche bien, c'est content, c'est artisanal. J'adore ce côté artisan. Ouais, parce que c'est One Piece. Ça veut dire, je l'ai fait pour toi, je l'ai fait avec mes mains. Il y a mon amour, il y a mon état d'âme, il y a tout. Voilà, exactement. C'est une pièce. Ouais, One Piece. One Piece. Et Paloma, elle est tout le temps. Je lui dis, ne refuse pas. Pareil comme m'a dit souvent, t'es doué pour ça. Elle est douée pour la danse. Mon fils, il fait le DJ aussi, mais il a pas le truc. Comme je dis toujours, il la sent pas. Ça va être plus dur pour lui. Mais Paloma, elle a ça en elle. Je vois la façon dont je la mets dans les platines. Mais même l'énergie qu'elle a. L'énergie, exactement. Elle sent la musique. On parle d'énergie corporelle. Ouais. Elle a, et surtout, elle a la bonne EQ, le swing, bon, on verra. Je la force pas, en tout cas. Faut surtout pas forcer. Faut que ça soit un plaisir. T'es amoureux maintenant? Très amoureux. Et comment vous vous connaissez? Comment je sais? Non, comment vous vous êtes connus et comment tu sais que t'es amoureux? Parce que ça, c'est une bonne question. On s'est connus dans le travail. Okay. Ouais, on s'est connus dans le travail à Moscou. Elle est russe, et la femme russe, c'est un peu comme la femme italienne, hein. Elle s'occupe de l'homme. C'est pas du tout macho ce que je dis, pardonnez-moi. Ouais, non, mais toi, t'en as besoin dans ta vie, tu l'as dit avant. Oui, chacun a besoin, mais moi, je m'occupe d'elle comme une princesse. On parlait de câlin au début, et t'as besoin de câlin. Je m'occupe d'elle comme une princesse, elle s'occupe de moi comme un roi, et ça, c'est extraordinaire. Et pardon, j'ai un peu d'émotion en parlant, mais oui, je suis très amoureux. Et aujourd'hui, je le sais, parce que je vois l'homme que je suis en train de devenir.
la femme doit t'apporter ça. Te pointer, tu dis, fais attention parce que là, t'es pas dans le bon truc. Elle a cette beauté d'âme qui dit, je vais faire de toi cet homme-là. Et tu vois, de bonté, de générosité, de partage, de pas, en français on dit ostentatoire, tu vois, de pas cette vitrine que tu veux bien donner de toi en tant qu'artiste. Maintenant, tu vas être dans le partage et voilà, dans la transmission. Tu crois que tu es une meilleure personne depuis que tu es avec elle? Oui, parce que tu te rapportes mieux aux autres. Qu'est-ce que tu as amélioré? Déjà, je l'ai pas choisi parce que ce serait un trophée. Ouais. Je l'ai pas choisi pour sa beauté. Je l'ai choisi parce que justement par sa beauté d'âme, par sa simplicité, et surtout parce que je peux moi-même lui apporter des choses dans ses blessures, dans ses fêlures. Tu vois, je sais maintenant qu'à mon âge, elle est beaucoup plus jeune que moi, elle a 20 ans de moins, mais je sais que je peux lui apporter quelque chose. Ce qui est marrant, c'est qu'on a aussi les mêmes fêlures par rapport à son papa, etc., qui n'était pas présent. Et je sais que je peux lui donner les mots pour essayer de pardonner. Tu m'as dit ça au début du truc. C'est là que tu vas me dire, ouais, mais toi, t'es pas. Je dis, mais moi, c'est moi. Les conseilleurs sont pas les payeurs, on dit en français, tu sais. Je peux conseiller, mais c'est plus difficile de travailler sur soi-même. Vos enfants ont accepté votre nouvelle vie amoureuse Alors au départ, pas du tout. Ça vaut pour bien que leur maman ait directement fait passer le nouveau chez moi. Ça, c'était pas très élégant, mais elle l'a forcé, donc ça a été un peu plus accepté. Mais moi, j'ai toujours été un peu dans la retenue. Moi, je peux pas mélanger. Je peux pas, par exemple, me réveiller chez moi avec cette personne et que mes enfants soient là dans une chambre à côté. C'est quelque chose que je peux pas encore faire. Parce même maintenant? Non, je peux pas mélanger les choses. Vous habitez pas ensemble? On habite ensemble, mais moi, j'habite pas avec mes enfants. Mais ils viennent jamais dormir chez toi? Non. Mais quand je pars en vacances, je pars avec mes enfants en vacances. Seulement vous? Ouais, parce que je veux toujours qu'on préserve ce moment à trois. C'est pas que je veux pas présenter, parce que je travaille avec ma fiancée, on est là, on est super, elle est très bien acceptée aujourd'hui, c'est super. Donc, mais ils se croisent, ils se voient. Ouais, super, comment vas-tu? Génial, mais c'est une autre vie, chacun chez soi. Et si tes enfants te demandaient de faire une vacance avec leur maman, tous les quatre, tu le ferais ou pas? Non. Non. Honnêtement, j'ai pas grand chose à partager. On a des enfants merveilleux, mais j'ai rien à partager. C'est pas quelqu'un qui est passionné par quelque chose dans lequel je suis aussi passionné. Vous avez des intérêts différents. On a des intérêts totalement différents. On a une vision totalement différente de la vie aujourd'hui. Vos intérêts communs, c'est vos enfants. Voilà, on a pris un chemin totalement différent, qui de son côté est beaucoup plus posé, beaucoup plus retiré, je vais dire, avec un homme qui est un peu retiré aussi, beaucoup plus âgé qu'elle. Bon, moi je suis toujours dans une dynamique artistique festive, mais on est toujours sur la même longueur d'onde au niveau des enfants, au niveau de l'éducation, tout ça, on se parle de temps en temps. Vous parlez par rapport à vos enfants? Voilà, uniquement par rapport à nos enfants. La dernière question, je pose toujours la même, donc quand tu verras One More Time, tu t'en rendras compte. Elle est très simple, mais c'est un grand bilan. Je veux te demander comment ça va. Et comment ça va, c'est par rapport à cette période de ta vie, par rapport à maintenant, comment tu te sens. Si tu t'écoutes, comment ça va? Ouais, ça va super bien. Je suis toujours aussi seul. Je suis toujours dans la solitude. Je l'appelle la solitudine. Je suis toujours solitaire. Je ne comprends pas. Je dois faire quelque chose qui fait que les gens restent pas à mes côtés. Je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose dans ma personnalité. Peut-être pourtant j'essaye d'être le plus possible dans le partage, même de payer, pour les, enfin tu vois, évidemment malheureusement quand tu gagnes ensuite beaucoup d'argent, tu perds en sociabilité, tu vois. Déjà, je suis resté dans une cave pendant 15-20 ans, donc le week-end je travaille, pendant les grandes vacances je travaille, donc je partage un peu moins de choses avec des amis. Là, j'essaie de partager des choses, c'est pas facile parce que quand je pars en vacances, j'ai envie de partir en vacances, j'ai envie de dépenser de l'argent en vacances, et eux, c'est peut-être pas facile, ils gagnent pas autant d'argent, mais j'essaie toujours d'inviter tout le monde et tout, c'est pas facile parce qu'il y a peut-être une dévalorisation par rapport à moi. Attends, on peut pas partir avec toi, tu comprends, mais ça, mais écoute. Je sais pas, je suis un peu seul, mais en même temps, ma maman est là avec moi tous les jours, elle travaille avec moi, mes enfants, ma relation avec eux est fantastique. Au quotidien, je suis aimé comme un homme, l'homme que je suis aujourd'hui. Je suis bien, je suis content d'être avec toi aujourd'hui parce que la discussion est profonde. Et tu vois, je n'ai pas de langue de bois, je suis pas en train de me masquer et jouer un personnage. Et je suis très fier de ce que je suis. J'ai encore, comme tu m'as dit, tu m'as bien rappelé à l'ordre, de travailler encore sur moi. Je vais prendre exemple sur toi, d'essayer d'être dans le pardon. C'est pas facile.
C'est pas facile d'être dans la foi parce que évidemment, je crois en Dieu. Je suis très proche j'ai une foi qui est là, qui est personnelle, et j'essaye de travailler dessus tous les jours, de remercier en tout cas. C'est moi qui te remercie. On a fait un super voyage. Merci Christophe. Merci Lucas, t'es un amour. Merci. Merci à toi.